En fait, l'essentiel de mon exposé va viser à rappeler quelque chose de très simple, qui est que avant de se refléter dans un prix payé par le consommateur, avant de se refléter dans quoi que ce soit qu'on puisse imputer comme vice ou comme vertu aux différentes énergies dont on dispose, l'énergie, c'est une grandeur en physique. L'énergie, c'est par définition en physique la grandeur qui caractérise le changement d'état d'un système. Alors je voudrais faire ce petit rappel, parce que dire que l'énergie est une grandeur physique, c'est dire qu'elle obéit à un certain nombre de lois, et je soutiens, comme un certain nombre de gens, que les faits scientifiques ne sont pas des opinions, c'est-à-dire qu'ils s'imposent à nous, et que si on essaye de construire l'avenir en ignorant les faits scientifiques, tout ce qu'on fait, c'est d'aller dans le mur. Donc je vais essayer de vous rappeler quelques éléments de base sur l'énergie. Donc je vous le disais, c'est par définition ce qui caractérise le changement. Alors on le voit bien du point de vue de l'utilisateur, un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont passées dans la vie courante, mais c'est très récent dans l'histoire des hommes, supposent d'utiliser ou de restituer de l'énergie. Alors c'est le cas par exemple si vous modifiez une température dans une pièce, ça va consommer ou restituer de l'énergie. Si vous mettez un objet en mouvement ou si vous l'arrêtez, il va y avoir de l'énergie qui va intervenir dans cette histoire. Si vous changez une forme, vous avez de l'énergie qui intervient. Et aujourd'hui, tous les ouvriers d'usine sont devenus essentiellement des gens qui appuient sur des boutons et des manettes pour piloter des machines qui vont modifier, changer, déformer, extruder, exfiler, aplatir, emboutir, etc. Donc l'ouvrier moderne, il n'utilise pas plus ses muscles que l'employé des services, il appuie sur des boutons et des manettes. On utilise de l'énergie quand on modifie une composition chimique. C'est du reste celle que notre organisme a utilisée en premier pour qu'on ait des muscles et qu'on puisse se mouvoir. Quand vous avez un corps qui se déplace dans un champ avec lequel il interagit, vous avez de l'énergie qui intervient. Quand une composition atomique change, vous avez de l'énergie qui intervient. Et soit dit en passant, toutes les énergies qu'on utilise sur Terre sont des dérivés directs ou indirects de l'énergie nucléaire. Et enfin, vous avez de l'énergie qui intervient quand de la matière et du rayonnement interagissent. Donc dire qu'on utilise de l'énergie ou dire qu'on change le monde qui nous entoure, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et de là, soit dit en passant, vous avez une conclusion simple qui est que l'énergie propre n'existe pas, puisque par définition, utiliser de l'énergie, c'est changer ce qui nous entoure, et ça ne peut pas être propre. Vous savez, être propre, c'est laisser les lieux dans l'état dans lequel vous les avez trouvés, et quand on utilise de l'énergie, c'est justement pour faire l'inverse. Donc l'énergie propre, ça ne peut pas exister. Ce qui peut exister, c'est une énergie dont les bénéfices sont significativement plus importants que les inconvénients, ou l'inverse. Mais une énergie propre, ça n'existe pas. C'est juste une affaire de chiffres. Comme c'est une grandeur en physique, c'est juste une affaire de chiffres, tout ça. Ce qui a fait la totalité du monde qui nous entoure aujourd'hui, c'est ce que je vais vous exposer. C'est le petit calcul d'ordre de grandeur que je vais vous exposer maintenant. Donc je soutiens que ce qui a fait les 35 heures, l'égalité homme-femme, le divorce, les études longues, la tertiarisation de l'économie, l'étalement urbain, la concentration urbaine, les campagnes qui se vident, etc., c'est juste ce que je vais vous expliquer maintenant. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est la comparaison entre l'énergie qui est capable de fournir vos muscles, ou les miens, et l'énergie qui est associée à toutes les machines que nous utilisons, y compris le vidéoprojecteur qui est en train d'être utilisé en ce moment, l'ordinateur dont je me sers, le métro qui m'a amené ici, la machine qui vous a fait le café, etc. Alors si je prends mon organisme humain et que je prends quelqu'un de bien entraîné, donc je prends un militaire du PGHM et je le fais monter sur le Mont Blanc, chose qu'il fait tous les matins pour se mettre en appétit, eh bien si mon militaire pèse 65 kg, il aura restitué dans cet exercice de l'ordre d'un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Alors je ne sais pas qui d'entre vous est déjà monté sur le Mont Blanc en une journée, moi je l'ai fait mais en 2 jours, donc je peux vous dire que ce genre d'effort c'est assez significatif, et si vous faites ça le lundi, vous ne le ferez pas le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et on recommence la semaine d'après. Donc vous prenez un organisme humain, le maximum de ce qu'il est capable de fournir avec ses jambes, qui sont les muscles les plus puissants de notre organisme, en une journée, c'est une fraction de kilowattheure. Fraction de kilowattheure par journée de travail. Admettons que je ne sois pas un esclavagiste, mais quelqu'un qui paye correctement ses employés. Eh bien, en payant cette personne au SMIC, donc je l'installe sur un pédalier dans une usine, je la fais pédaler comme un forcené pour me fournir de l'énergie, je la paye au SMIC. Eh bien, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique de l'ordre de quelques centaines d'euros. Quelques centaines d'euros. Quand bien même je ne respecterai aucune des lois sociales en vigueur dans ce pays et que je ferai appel à des esclaves, le simple fait de devoir les maintenir en vie, les nourrir, les protéger du froid, des prédateurs, etc., m'amènerait encore mon kilowattheure d'énergie mécanique à quelques euros ou quelques dizaines d'euros. Et vous verrez la comparaison tout à l'heure avec l'énergie des machines, et vous comprendrez pourquoi l'esclavagisme a disparu. Si maintenant je fais appel à quelqu'un qui utilise ses bras, en gros je suis un facteur 10 en dessous, en ce qui concerne la quantité d'énergie restituée, et donc je suis un facteur 10 au-dessus
en ce qui concerne le prix que je vais payer mon énergie mécanique. Si je me prends maintenant notre très chère essence, qui en ce moment affole tant les foules, eh bien, 1 litre d'essence contient de l'ordre de 10 kWh d'énergie chimique. Une fois que je fais passer ça dans un moteur, j'ai quelques kWh d'énergie mécanique, ce qui veut dire qu'en coût marginal, là j'ai pas mis le coût du moteur, le kilowattheure d'énergie mécanique issu d'une machine va coûter 1000 à 10 000 fois moins cher que le coût du travail de quelqu'un payé au SMIC. Alors une fois que je vous ai dit ça, je vous ai dit que n'importe quel différentiel de salaire dans le monde se compense par n'importe quel trajet. Je vous ai dit qu'en mettant des machines à notre service, on a multiplié notre pouvoir d'achat par 50, 100, 1000. Voilà, je vous ai tout dit. Tout, absolument tout. Tout ce qui fait les acquis sociaux réside là-dedans. Tout. Alors, vous verrez après que ça a quelques implications. Alors la première que ça a, c'est que contrairement à une idée couramment répandue, le prix réel de l'énergie, depuis qu'on en utilise, n'a pas augmenté, il a considérablement décru. Qu'est-ce que le prix réel? C'est le temps que vous devez travailler pour vous payer 1 kWh. La seule chose qui n'a pas varié depuis mes arrière-grands-parents, c'est le fait qu'il y ait 24 heures par jour. Et donc, la seule chose incompressible, la seule unité constante dans le temps, pardon de cette répétition, pour mesurer le prix réel de quelque chose, c'est le temps que je dois travailler pour l'acquérir, ou le temps que je dois consacrer à son acquisition. Toute autre unité monétaire est trompeuse. Et en particulier le prix en monnaie courante, et même le prix en monnaie constante. Parce qu'il faut ramener ça à ce que les gens gagnent, et si la fiche de paye augmente plus vite que le prix en monnaie constante, le prix réel n'a pas du tout augmenté, il a baissé. Ici, vous avez le prix du pétrole, qui a été le prix directeur de toutes les autres énergies, et qui le reste encore pendant très longtemps, donc depuis 1860. Et vous voyez qu'en monnaie constante, le prix du baril de pétrole, entre 1880, là il était concurrent de l'huile de baleine, donc il a décru à peu près comme le prix de l'huile de baleine. Entre 1880 et 1970, le prix du baril de pétrole est resté relativement stable aux alentours de 20 $ en monnaie constante, pendant que dans le même temps, la fiche de paye du consommateur occidental était multipliée par 15 à 20. Ça revient à dire que le prix du litre de pétrole, en termes réels, a été divisé par 15 à 20. Et comme dans le même temps, ma corporation, celle des ingénieurs, a remarquablement travaillé et a augmenté l'efficacité mécanique de l'utilisation d'un litre de pétrole de n'importe quoi entre un facteur 2 et 10, ça veut dire que mon esclave énergétique, là dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la machine qui travaille à ma place, eh bien le coût réel de mon kilowattheure issu de mon esclave énergétique a été divisé par n'importe quoi entre 50 et 100 en l'espace d'un siècle. Maintenant, si vous prenez le prix de n'importe quel objet qu'on peut acquérir aujourd'hui, une table, une chaise, une paire de lunettes, une chemise, etc., et qui existait déjà il y a un siècle, vous vous rendrez compte que son prix réel, c'est-à-dire exprimé en temps de travail, a été divisé par un facteur 50 à 100. C'est ça l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est très exactement ça l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc l'augmentation du pouvoir d'achat peut se ramener en première approximation à la baisse du prix réel de l'énergie. Je dis bien en première approximation. Même sur des périodes récentes, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, le prix de l'énergie continue de baisser. Alors vous avez ici un très beau graphique issu d'un très beau service, d'un très beau ministère français, qui est le SOES, et qui vous donne, donc le service de l'observation et des statistiques, je ne sais pas s'ils prêtent serment, mais ils font de très bonnes statistiques, et vous avez ici, pour commencer, les budgets carburant et électricité, gaz et autres combustibles des Français depuis 1970. Alors vous voyez, si je regarde le budget, ça monte. Donc je me dis, bon, bah, donc les gens payent de plus en plus cher. En fait, le truc important, c'est ça. C'est-à-dire la part dans le budget des ménages, dit autrement, le temps de travail qu'il faut consacrer à acheter son énergie. Et là, vous voyez qu'on a une évolution qui est l'exact inverse. Et que l'énergie coûte aujourd'hui moins cher qu'avant le premier choc pétrolier. Moins cher qu'avant le premier choc pétrolier. Donc, contrairement, encore une fois, à une idée couramment répandue, et ça appuiera une partie des réponses que je vais vous faire un peu plus tard, l'énergie ne vaut pas de plus en plus cher, elle vaut de moins en moins cher. En fait, elle est passée de rien à encore moins. Quand je vous disais tout à l'heure que l'énergie mécanique vaut 1 millième à 1 10 millième du coût du travail humain, c'est de vous dire que l'énergie ne vaut rien. Et sur les 40 dernières années, elle est passée de rien à encore moins. Qu'est-ce qu'on utilise comme énergie en France? Alors, il y a une confusion qui est souvent faite par les journalistes dans ce pays, qui est de confondre énergie et électricité, au motif que les seuls dispositifs de production que nous avons dans notre pays, c'est plus des puits de pétrole, et c'est plus des puits de gaz, et c'est plus des mines de charbon, mais c'est des centrales électriques. Une confusion est faite en permanence, je dis bien en permanence, entre énergie et électricité. Alors, si je regarde l'énergie que consomment les Français, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver pour l'essentiel des combustibles fossiles importés, donc il a fallu un peu pomper pour les extraire du sol, et il faut les faire venir chez nous. C'est pour l'essentiel l'énergie que nous utilisons. L'essentiel de l'énergie que nous utilisons en France est fossile. La part du pétrole dans la consommation des Français est exactement la même que la part du pétrole dans la consommation des Anglais ou des Allemands ou des Italiens ou même des Américains. Ils en consomment un peu plus que nous, mais pas beaucoup.
Donc contrairement à une idée couramment répandue, le nucléaire ne sert pas à éviter du pétrole, il sert à éviter du gaz et du charbon, ce qui de mon point de vue est une excellente idée, mais il ne sert pas à économiser du pétrole. Voilà, je vous ai mis là ce que représente le chauffage électrique. Alors c'est important, mais enfin c'est loin d'être l'essentiel. Notez également que dans les bâtiments, c'est-à-dire ce qu'on appelle résidentiel ici et tertiaire là, le chauffage électrique c'est moins d'électricité que ce qui est consommé pour le reste. Donc dit autrement, ce qui augmente le plus vite aujourd'hui dans les bâtiments, c'est pas l'électricité qui sert à se chauffer, c'est l'électricité qui sert à tout le reste. Les machines qui montent et qui descendent, qui cuisent, qui refroidissent, qui tournent, qui tripotent, qui je sais pas quoi, qui nous permettent de nous amener des tas d'images extraordinaires. Mais ce n'est pas le chauffage qui est à l'origine de l'essentiel de la consommation électrique dans les bâtiments. Alors de là, il y a quelque chose qui n'est pas un prix microéconomique, mais qui est un raisonnement macroéconomique très important à garder en tête, qui est que la notion de coût et de prix est quelque chose qui, pour moi, n'a pas nécessairement beaucoup de sens. Et je vais vous expliquer pourquoi. SOES Ah, c'est eau chaude sanitaire. Pardon, excusez-moi. Et autres, c'est tous les appareils électriques et tout ça? Alors, chauffage plus ECS est à gauche, donc c'est les usages thermiques de l'électricité, et autres, c'est tous les usages spécifiques qui sont à droite. Donc en gros, c'est tous les moteurs électriques, comme je disais tout à l'heure, des frigos, des pompes, des machines à laver. Enfin, non, les machines à laver sont dans le... Non, elles sont dans autres. Des appareils audiovisuels, enfin, donc pour le autre, des ampoules électriques, voilà. Et le autre est supérieur et il croît plus vite. Merci. Je ne vous ai pas mis l'évolution de la consommation d'électricité en France, mais de mémoire, elle est passée entre 1970, pour faire honneur à nos amis belges, et aujourd'hui, de 50 TWh à quasiment entre 250 et 300. D'accord ? Donc c'est là qu'a résidé l'essentiel de l'augmentation, et ce n'est pas pour l'essentiel dû au chauffage électrique. Alors ça n'empêche pas le chauffage électrique d'être un sujet, mais ce n'est pas le principal. Alors voilà une des conclusions que je tire de ce que je viens de vous exposer, qui est que les outils de pilotage macroéconomique que nous avons aujourd'hui à notre disposition sont totalement trompeurs. Donc ça, c'est l'un des problèmes sur lesquels on va souvent buter quand on fait des comparaisons économiques. L'économie que vous avez apprise à l'école, et moi aussi, c'est celle-là. Vous avez deux facteurs de production, le capital et le travail, et donc quand le PIB flagadouille, ce qui inquiète fortement tous les élus qui se respectent, alors on détaxe un peu le travail, on met un peu de crédit en circulation pour augmenter le capital, et hop, le PIB reprend un coup de jeune. Alors en fait, ça ne marche pas, puisque depuis maintenant 40 ans, nous avons trop de travail, puisqu'on a du chômage structurel, on a trop de capital, puisqu'on a des bulles spéculatives dans tous les sens, et pourtant le PIB flagadouille tout autant. Donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne représentation du système. La bonne représentation du système, pour moi, elle est là. La machine économique mondiale n'est qu'une machine à transformer des ressources gratuites avec du travail, humain ou venant des machines, je vais y venir, et qui vous transforme ça en autre chose. Tout ce que vous avez dans cette salle et qui est accessible à votre regard, tout ce qui sera accessible à votre regard quand vous sortirez de cette salle, n'est rien d'autre que des ressources naturelles transformées de la main de l'homme. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre dans cette salle que ça. Les ressources naturelles, c'est le fruit de 15 milliards d'années d'évolution, depuis le Big Bang, gratuit. Tout gratuit, y compris le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, tout gratuit. Les partisans des énergies renouvelables disent souvent le vent et le soleil sont gratuits, mais le pétrole est tout aussi gratuit. Ce qui coûte quelque chose dans le pétrole, c'est le coût d'accès à la ressource qui a la mauvaise idée d'être sous les pieds de M. Dupont et pas sous les pieds de M. Durand. Mais la formation de la ressource, gratuit. Personne dans cette salle ni ailleurs n'a payé le moins de centimes pour que se forme le pétrole. Donc, des ressources, et du reste, personne n'a payé le moins de centimes pour que se forment les atomes de fer et les atomes de cuivre et les atomes de manganèse et le patrimoine de la biodiversité actuelle, et ni rien. Tout ça est gratuit. Donc on prend ces ressources gratuites, on les transforme avec notre travail et on en fait autre chose. La formation de capital n'est qu'une boucle interne au système. Le capital, c'est des ressources et du travail passé. L'immeuble dans lequel nous sommes, par exemple, c'est du travail et des ressources passées. Alors, dans cette affaire, le travail qui permet de transformer les ressources, avec l'ordre de grandeur que je vous ai exposé, est fourni par nos muscles pour 1 et par l'énergie des machines pour 200. Alors maintenant, vous avez une représentation qui commence à vous expliquer ce qui se passe depuis 35 ans. Si vous avez un problème en volume, et ce n'est pas une affaire de prix, c'est une affaire de volume, j'y viendrai après, sur l'énergie, vous avez un problème en volume sur le PIB, quel que soit le prix auquel les gens ont accès à l'énergie. Je vais vous prendre un exemple caricatural. Si demain matin, je rationne le carburant et je divise les volumes disponibles par 10, le fait que les gens puissent acheter leur litre de carburant à 50 centimes, à 1 euro ou à 1,50 € n'est pas la question.
je divise instantanément les flux de transport par 10, et en première approximation, je divise le PIB français par n'importe quoi entre 5 et 20. Donc ce n'est pas une affaire de prix de l'énergie, c'est une affaire de quantité disponible. Tant qu'on est dans un marché parfait, les deux sont corrélés. Mais le marché n'est pas parfait et il y a des tas de régulations qui se passent hors marché. Il y a des tas de régulations qui se passent hors marché. Donc, si un rationnement est une régulation hors marché, un quota est une régulation hors marché, une norme est une régulation hors marché, une interdiction est une régulation hors marché. Donc l'histoire du prix et du volume qui sont parfaitement asservis dans un monde à l'information parfaite, etc., avec des phénomènes parfaitement lisses, c'est pas ça la vraie vie. Et ce qui compte encore une fois, c'est les volumes, et je vous montrerai après deux courbes qui sont très cohérentes avec ce que je suis en train de vous raconter. Et c'est exactement ce qui se passe en France depuis le premier choc pétrolier. Nous avons déjà une contrainte sur les volumes, déjà. Alors cette contrainte, elle est dans une limitation de la hausse, pas encore dans une baisse, mais elle a fait passer, je vous montrerai après une petite règle de 3, la croissance du PIB de 3% par an à 1% par an par personne, et depuis nous avons un déficit structurel, du chômage et des tas de petits inconvénients qu'on n'est pas prêt de résoudre demain matin. Si vous avez en plus une pression sur les ressources, vous allez également avoir une pression sur la production, quelle que soit la quantité d'énergie disponible. Un exemple, si vous n'avez plus de poissons dans la mer, sachant que le PIB de la pêche, c'est la valeur des poissons pêchés, vous pouvez avoir tous les chalutiers du monde avec toute l'énergie disponible pour les chalutiers du monde, vous ne pêcherez pas un poisson et votre PIB est nul. D'accord ? Donc, or, je le répète, ni le stock de poissons, ni le stock de pétrole ne sont nulle part valorisés dans les représentations économiques que nous avons. Donc, le prix de l'énergie, c'est une vision très partielle sur l'importance du système énergétique dans le fonctionnement des sociétés modernes. Hein, les déterminants du premier ordre, c'est combien il y en a, combien je peux en avoir. C'est ça les déterminants du premier ordre. Alors voilà un premier graphique qui accrédite ce que je viens de vous dire. Vous avez ici retracé depuis 1960 la variation en violet de la consommation d'énergie de la planète et en bleu du PIB mondial. Donc vous voyez que les deux sont extrêmement bien corrélés en rapport avec ce que je viens de vous raconter. Donc en gros, la première partie de cette intervention, la voici résumée. Mère Nature nous a donné gratuitement des combustibles fossiles qui ont la bonne idée de brûler. Et cette combustion nous a donné les moteurs et la chimie. Et les moteurs et la chimie nous ont donné la totalité des machines qui nous entourent. Et par ricochet, ça nous a donné une productivité du travail en très forte hausse qui a structuré la totalité de nos acquis sociaux. Même le divorce est un fruit de ça. Quand vous divorcez, vous doublez le nombre de logements qu'il faut avoir, et vous le savez très bien, la crise des logements est notamment due au divorce. Vous augmentez d'un facteur 2 la quantité d'énergie qu'il faut avoir pour chauffer les logements, d'un facteur 2 la quantité d'énergie qu'il faut avoir pour fabriquer tous les objets de la vie courante, les tables, les chaises, les lits, les télévisions, etc., que les gens vont avoir en double, plus le transport des enfants quand il y en a, d'un domicile à l'autre, plus la facture du psychiatre, parce que la garde alternée est très mauvaise pour leur santé mentale. Donc tout ce que je viens d'évoquer, c'est pas une blague, il y a une étude épidémiologique qui vient de le montrer il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc l'énergie des serveurs de Mythique, enfin tout y est. Donc non, c'est pas une blague. En fait, le calcul montre que le divorce augmente instantanément la consommation d'énergie des ex-conjoints de l'ordre de 60%. On ne divorce pas dans les pays qui n'ont pas d'énergie. On ne divorce pas dans les pays qui n'ont pas d'énergie. Ça nous a donné l'urbanisation. L'urbanisation croissante est une fonction de l'énergie croissante. Pourquoi ? Parce que quand vous avez plein d'énergie qui font fonctionner plein de machines, vous avez la possibilité d'enlever les agriculteurs des champs et d'enlever les ouvriers des usines, et à ce moment, tout le monde peut être assis dans un bureau à échanger des informations. Notre métier, là, tout de suite, en ce moment, c'est d'échanger des informations. On ne produit rien de physique, là, tout de suite. Si, peut-être une feuille de papier dans un coin, mais sinon, il n'y a rien de physique. On est en train d'échanger des informations. Mon métier ne sert qu'à ça. Je fais des informations toute la journée. Comme le comptable, comme le banquier, comme l'employé qui traite vos feuilles de sécu, tous ces gens-là traitent des informations. Et ils ont les moyens de le faire parce qu'ailleurs, les machines s'occupent des flux physiques pour eux, de faire leurs vêtements, de faire leur nourriture, de faire leur voiture, de faire leur logement, etc. Donc une société fortement urbanisée et fortement tertiarisée n'est pas une société fortement dématérialisée. C'est au contraire l'aboutissement ultime d'une société fortement consommatrice d'énergie. C'est au contraire cet aboutissement ultime. Je ne vous l'ai pas mise, mais si je vous mettais la courbe de la consommation d'énergie par personne en fonction de la part du tertiaire dans l'emploi, vous verriez qu'il y a une très belle corrélation à la hausse et pas du tout une corrélation à la baisse. Très belle corrélation à la hausse. En plus, dans le tertiaire, vous avez tous les services de transport qui ne sont pas spécialement dématérialisés. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'énergie a joué un rôle central là-dedans, et c'est de l'ingénieur qui vous parle, ce n'est pas la technique. La technique vous permet de faire un ordinateur. Pour que chacun puisse avoir son ordinateur pour 500 €, il faut de l'énergie à gogo. Pour les fabriquer surtout, pour les faire fonctionner un peu.
Alors, deux questions se posent là-dedans, évidemment, et ça va avoir un impact déterminant sur ce que je vais vous raconter après, sur l'électricité. Un, est-ce qu'il y a un goulet d'étranglement en amont dans cette affaire, sur l'accès aux combustibles fossiles? Et deux, est-ce qu'on a un goulet d'étranglement en aval sur le changement climatique induit par le fait de rajouter du CO2 dans l'atmosphère? Alors, je vais très rapidement traiter les deux questions. La première fait appel à un petit théorème de maths. Il se trouve que les combustibles fossiles mettent des centaines de millions d'années à se former. Donc, aux échelles de temps qui nous intéressent, le charbon 300 millions d'années, le pétrole 50, pour faire les choses 100 plutôt. Aux échelles de temps qui nous intéressent, on peut donc considérer que le stock extractible de combustibles fossiles est donné une fois pour toutes. Je ne sais pas exactement à l'avance ce qu'il est, mais il est donné une fois pour toutes. Alors les maths vous permettent de dire que quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, vous ne pouvez pas avoir une extraction indéfiniment croissante en provenance de ce stock. Je crois qu'on sera d'accord, sinon le stock est infini. Vous ne pouvez même pas avoir une extraction indéfiniment constante en provenance de ce stock. Même ça, ce n'est pas possible. La seule chose que les maths vous autorisent, et ça se démontre, c'est que à ce moment, l'extraction de votre stock part de zéro, termine à zéro et passe par un maximum entre les deux. C'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour le charbon, et ça sera vrai pour tous les minerais métalliques que nous avons sur cette bonne vieille Terre. Tous. Pour tous, vous aurez donc une entité mathématique qui s'appelle le pic. Alors, ça peut être maintenant ou ça peut être en l'an 3253 ou en l'an 10 758. Ça peut être au niveau actuel de production ou à 45 fois le niveau actuel de production. Ça, c'est des débats sérieux. Par contre, cette entité existe. Cet objet existe. Ce n'est pas un truc qui n'arrivera pas. Cet objet existe et encore une fois, ça se démontre. Alors on va parler du pétrole, et il y a un premier pic qui est très facile à prédire, c'est celui qui est déjà passé, et c'est le pic des découvertes. Vous avez ici une courbe qui vous donne les découvertes de pétrole extractibles sur Terre. Vous voyez que c'est passé par un maximum pas très loin de l'année de ma naissance, je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux, Paco Rabanne dirait probablement que oui. Et au moment où je vous parle, on a découvert un peu plus de 2000 milliards. Alors je suis désolé, le monde de l'énergie est bourré d'unités anglo-saxonnes. Vous savez, les anglo-saxons ne font rien comme tout le monde. Donc ils ont des barils, des pieds cubes, des onces, des pouces. Enfin bon, le système métrique, ils n'aiment pas ça. Et alors l'unité de base dans le monde pétrolier, c'est le baril qui fait 159 litres. Voilà, je suis vraiment désolé. Les pétroliers adorent compter en millions de barils par jour et en milliards de barils extractibles. Voilà, c'est leur dada. Alors, le pétrole extractible connu au moment où je vous parle, il faut prolonger un peu la courbe parce que ce truc-là date d'il y a quelques années, est un peu supérieur à 2000 milliards de barils. Et de ces 2000 milliards de barils, nous avons fait sortir en quantité croissante jusqu'en 2005 et stable depuis 2005. La production mondiale de pétrole n'augmente plus depuis 2005. À peu près 1200 milliards de barils. Donc à peu près la moitié. Et compte tenu du délai moyen qui sépare le pic des découvertes du pic de production et qui se vérifie dans toutes les grandes zones pétrolières, eh bien, le maximum de la production mondiale de pétrole, on y est. L'Agence internationale de l'énergie a même fini par avouer que ça s'était probablement passé en 2006. Alors, comme en fait, on va être sur un plateau ondulant, le fait de savoir exactement où se trouve le maximum n'a pas beaucoup d'intérêt. En première approximation, on peut retenir que maintenant, la production annuelle de pétrole est devenue stable au niveau actuel. Alors, cette stabilité va être plus ou moins longue en fonction de la récupération plus ou moins forte qu'il va y avoir dans ce qui a déjà été découvert et du supplément de découvertes qu'il va y avoir à partir de maintenant. Retenez que sur ce graphique, les découvertes qui ont été faites au large du Brésil, le subsalt là dont vous avez peut-être entendu parler, ça représente quelque chose qui est à peu près à ce niveau-là. Donc on est très très loin des 50 milliards de barils qu'on découvrait tous les ans à l'époque de l'âge d'or des découvertes, où on farfouillait, où les ingénieurs de Schlumberger farfouillaient dans les pays qui bordent le golfe Persique. Maintenant, quand on découvre un gisement absolument astronomique, on parle de quelques milliards de barils. C'est ça l'ordre de grandeur. Donc, on va avoir un plateau qui va durer, selon le consensus, jusqu'aux alentours de 2020, avant un déclin absolument inexorable, que l'automobiliste français trouve ça rigolo ou pas, et que le gestionnaire des turbines à fioul trouve ça rigolo ou pas, et que l'utilisateur de fioul lourd trouve ça rigolo ou pas. Il va y avoir un déclin. Alors évidemment, la question c'est que va être le prix à ce moment-là. Et d'abord, je pense que ce n'est pas le sujet, parce que je vous l'ai dit, le sujet pour moi c'est les volumes. Et ensuite, quand on voit les gens qui se sont essayés à faire des pronostics sur le prix dans le passé, je pense qu'il faut rester extrêmement modeste vis-à-vis de ce genre d'exercice. Et pour être un peu plus provocant, dès que vous voyez quelqu'un vous faire une prévision de prix à 20 ans sur le pétrole, ne l'écoutez pas, vous gagnerez du temps. Ici, vous avez la seule certitude qu'on a, c'est que ça va devenir volatile. Pour le reste. Ici, vous avez le prix du pétrole tel qu'il a vraiment été jusqu'en 2010. Et là, vous avez les projections de prix qui ont été faites année après année par l'Agence internationale de l'énergie.
Voilà, bon, j'en vois au moins que ça fait rire. Moi aussi, ça m'a beaucoup fait rigoler quand j'ai vu ça. Donc, dit autrement, savoir ce que va devenir le prix du pétrole pour une denrée aussi essentielle, avec un marché dans lequel il y a des biais dans tous les sens et une incertitude sur l'avenir qui va croissant, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je ne sais pas ce que sera le prix du pétrole. Mais encore une fois, ce n'est pas ça la question. Parce que la question, c'est les volumes. Alors, je vais revenir à mon PIB et je vais vous refaire une petite règle de 3. Je vais vous faire une petite règle de 3 qui va vous expliquer pourquoi je vois l'énergie et le PIB si fortement liés. Alors, je commence ma règle de 3 en disant que le PIB est égal à lui-même. J'ai pris l'acronyme anglais, pardon, parce que je me sers de temps en temps de ce genre de truc devant des publics anglophones. J'espère qu'on sera d'accord là-dessus. Je divise et je multiplie par l'énergie consommée par les gens. GDP, c'est PIB. Oui. Gross Domestic Product, c'est l'acronyme anglais pour PIB. Gross Domestic Product. Voilà. Je divise et je multiplie par l'énergie. Et puis, comme j'aime bien raisonner par individu, je divise de chaque côté par la population. Donc, ce que je viens d'écrire, c'est que le pouvoir d'achat par personne, le PIB par personne, est égal à la multiplication de l'énergie par personne fois la quantité d'énergie dont j'ai besoin pour faire $1 de PIB, c'est-à-dire l'efficacité énergétique de l'économie. Et maintenant, je vais m'intéresser aux variations. Alors vous savez que la variation d'une somme, la variation d'un produit, pardon, c'est la somme des variations. Si à gauche ça augmente de 2% par an et à droite ça augmente de 4% par an, l'ensemble augmente de 6. Donc la croissance du PIB par personne, c'est la somme de la croissance de l'énergie par personne, donc vous voyez pourquoi c'est si structurant, et la variation de l'efficacité énergétique de l'économie. Le terme de droite, en moyenne mondiale, a cru de 2% par an entre le début de la révolution industrielle et 1980, et depuis, c'est devenu nul, en moyenne mondiale. Enfin, c'est 0,2% par an, allez, 0. Ce terme-là augmente péniblement d'un petit pourcent par an depuis 1970. Ce qui veut dire que le terme de gauche, qui concerne essentiellement les économies dites développées jusqu'en 1990-95, est passé brutalement en 1980 pour des raisons physiques, de 3% par an à 1% par an, entraînant dans son sillage l'apparition puis l'augmentation de la dette des États souverains, l'endettement des ménages et des entreprises, la volatilité sur le prix de l'énergie, l'apparition du chômage structurel qui, sauf l'épisode de 29, n'existait pas avant. Bref, tous les petits désagréments qu'aujourd'hui on vous promet qu'on va résoudre à la prochaine élection et qui, bien évidemment, hors plan Marshall, ne seront pas résolus. Donc, c'est juste pour dire que toute réflexion prospective sur le prix de l'énergie, et c'est là-dessus que je voulais en venir, doit s'inscrire dans un contexte dans lequel il n'y aura pas le retour à la croissance. J'y crois pas, à cause de ça. Pas parce que je suis un... Le GDP, donc c'est le PIB, oui. Le produit intérieur brut de la France, là. Alors, vous pouvez prendre ça sur n'importe quelle frontière géographique. Là, en l'occurrence, je viens de vous donner quelque chose qui vaut pour le monde dans son ensemble. Le monde. Mais si j'avais fait la même chose pour la France, pour les États-Unis, c'est à peu près comme ça et ça descend légèrement ici. Et pour la France, c'est à peu près comme ça et ça descend légèrement ici aussi. D'accord. Là, c'est donc pour le monde entier. Et oui. Énergie, ça représente quoi? Le volume d'énergie? Oui, le volume, c'est pas le prix. C'est la quantité d'énergie par personne. Donc, c'est des kilowattheures par personne et par an. D'accord. Et comment vous le calculez, l'énergie de la personne ça, c'est très simple. Il suffit de regarder la production mondiale d'énergie et vous divisez ça par la consommation mondiale d'énergie. Par la population mondiale. Donc, vous prenez la quantité totale de pétrole qui sort du sol, de gaz qui sort du sol, de charbon qui sort du sol, d'électricité qui sort des centrales nucléaires, d'électricité qui sort des barrages, de kilowattheures qui sortent du bois, de la biomasse. Le reste est négligeable. Et vous divisez ça par la population mondiale. Et ça vous donne la quantité d'énergie consommée par personne et par an. Toutes les énergies peuvent s'exprimer en kilowattheures. C'est une unité que vous pouvez utiliser pour toutes les énergies. Donc, ce que dit ce petit calcul, c'est que, encore une fois, toute prospective sur les investissements dans les infrastructures énergétiques doit, à mon sens, je ne fais que vous livrer une opinion, s'envisager dans un contexte dans lequel nous ne retrouverons pas une croissance économique forte. C'est fini. Alors, on peut penser que c'est un bien ou un mal. Là n'est pas la question. La question, c'est si gérer, c'est prévoir. Je pense que c'est ça qu'il faut prévoir. Alors, voilà une illustration de cette corrélation dans le passé. Ici, vous avez en violet la variation de la production mondiale de pétrole. Donc, c'est une production de pétrole, ce n'est pas le prix du pétrole, c'est la quantité de pétrole qui est à notre disposition. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne, et tout ça démarre en 1968. Et vous voyez que, contrairement à une idée couramment répandue, la covariation des deux ici,
elle est meilleure qu'ici, où le pétrole pouvait varier plus fortement sans trop affecter le PIB. Donc contrairement à une idée couramment répandue, l'économie n'est pas moins sensible aujourd'hui à la quantité de pétrole accessible, elle l'est plus. Elle l'est plus. Les transports sont devenus plus importants dans une économie mondialisée. Et vous voyez aussi que sur les 2 derniers épisodes de crise qu'on a connus, ce n'est pas la chute du PIB qui entraîne la chute du pétrole, c'est l'inverse. C'est la chute du pétrole qui entraîne la chute du PIB, ce qui est le reflet pour moi de l'effet volume. Donc en gros, quand vous avez un problème sur le pétrole, comme le pétrole se vend sur des marchés, vous avez un choc pétrolier, mais comme par ailleurs le volume de pétrole pilote le PIB, vous avez aussi une baisse du PIB. Et la baisse du PIB n'est pas juste un effet inflationniste de la hausse du pétrole. Ce n'est pas juste ça. Donc c'est pour vous dire que, à mon avis, et qu'est-ce qui va se passer sur le volume de pétrole à l'avenir? Ben voilà la réponse pour l'Europe. Ici, vous avez la quantité totale de pétrole à disposition de l'Europe depuis 1965. En rose, vous avez la production domestique. Donc vous avez ici un petit talon de production qui vient historiquement des pays de l'Est, qui ne sont pas très loin de la Caspienne. Et ici, vous avez la mer du Nord qui monte en production, qui passe par son pic en 2000 et qui depuis décline à raison de 5 à 8% par an. Et là, vous avez les importations en provenance du reste du monde qui font la différence. Et vous voyez que les importations représentent l'essentiel du pétrole consommé par les Européens. Et là-dedans, je ne vous ai même pas mis l'Union, je vous ai mis l'Union plus la Norvège. Si je vous enlève la Norvège, je vous enlève un bon morceau de ce truc rose. Et le début du déclin, à mon avis terminal, entre guillemets, de l'accès européen au pétrole date de 2005, donc avant le Grenelle. Et depuis 2005, l'Europe a perdu 8% de son pétrole parce que ici ça décline et là ça va décliner parce que la production mondiale étant désormais stable, à cause de l'effet d'éviction dû aux émergents et aux pays producteurs eux-mêmes, la fraction résiduelle qui peut être mise sur le marché mondial baisse. Donc ça va baisser. Et donc le vert là va baisser, le rose va baisser et donc la totalité du pétrole disponible va baisser. Et il n'y a que 2 manières de faire baisser la consommation de pétrole, la hausse des prix, forte et absolument pas régulée, ou la récession. Donc mon sentiment, c'est qu'à partir de maintenant, nous entrons dans une ère nouvelle de l'économie européenne, dans laquelle on va osciller, en ce qui concerne le pétrole, entre de fortes hausses de prix et la récession. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faudra piloter nos investissements électriques. Alors, soit dit en passant, parce que je sais que ça a été un sujet il n'y a pas longtemps, voilà comment se décompose le prix du litre de super actuellement payé par l'automobiliste. L'essentiel, c'est des taxes, mais pas que chez nous. Vous voyez, un quart, c'est des taxes, c'est les rentes de l'État producteur. Ici, vous avez la TIPP, là, vous avez la TVA, et là, vous avez le bénéfice de l'affreux total. Alors, on peut supprimer le bénéfice de l'affreux total, c'est une option, si on en a envie, ça ne change que très marginalement le prix payé à la pompe. Donc dit autrement, si je prends les 10 milliards d'euros du bénéfice de Total pour alléger le prix à la pompe payé par les Français, c'est sympathique, ça m'enlève 2 ou 3 centimes, enfin non 5 centimes plus exactement, mais bon, ça ne change pas tellement les ordres de grandeur, et en particulier, ça ne change pas ça qui dépend de la rareté du produit, à l'évidence, et ça ne change pas ça dont les coûts marginaux augmentent très fortement sur les nouveaux gisements mis en exploitation. Donc voilà, tout ça pour vous dire le plus grand mal que je pense de la proposition, je ne sais pas quelles sont les appartenances ici, que je pense de la proposition d'instaurer la TIPP flottante, qui à mon avis est une subvention directe aux recettes à l'exportation des Qataris, des Russes et des Libyens. Alors je sais qu'ils nous aiment beaucoup et qu'il faut beaucoup les payer, mais enfin bon, peut-être qu'on a des choses plus intelligentes à faire avec notre argent. C'est pour respecter les devis des entrepreneurs, c'était ça. C'est basé sur l'idée que le prix du pétrole finira par se calmer, et moi je vous dis une chose, ça n'arrivera que dans un contexte de récession. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça veut dire que tant qu'il y a un peu de pétrole qui se vend, on appauvrit l'État pour qu'ensuite on l'appauvrisse encore plus quand on arrive dans la récession. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que ce soit le truc le plus utile à faire avec notre pognon. Pardon, avec notre argent. En ce qui concerne le gaz se formant géologiquement aux mêmes endroits que le pétrole, il est découvert à peu près en même temps que le pétrole. Alors dans une première époque, il n'intéressait pas du tout les pétroliers. Quand ils trouvaient du gaz, c'était une vraie calamité. Maintenant, il les intéresse. Mais il y a une raison au fait qu'il ne les intéressait pas du tout il y a une époque, c'est que contrairement au prix du pétrole, où le pétrole c'est un peu cher à extraire et quasi gratuit à transporter, le coût du gaz livré dans le pays importateur compte plus de transport que d'extraction. Le gaz est gazeux, et à cause de cette caractéristique toute bête, les capitaux nécessaires pour le transporter sont beaucoup plus importants que pour le pétrole, qui est liquide à température ordinaire, et donc qui se transporte avec une densité d'énergie par unité de volume qui est beaucoup plus importante. Donc le gaz obéit à la loi de Mariotte, le pauvre, et donc il faut mettre beaucoup plus d'argent sur la table pour transporter du gaz que pour transporter du pétrole. Ceci explique cela. Les 2 tiers du pétrole extrait sur Terre passent une frontière avant d'être consommé.
ça n'est vrai que pour 25% du gaz mondial. Et au sein de ces 25%, ça n'est vrai que pour 8% du gaz qui transite sur la planète sous forme de GNL, de gaz liquéfié. Donc le marché mondial du gaz liquéfié, c'est 8% de la consommation mondiale de gaz. Alors que le marché mondial du gaz qui se balade dans des pétroliers, c'est plus près de la moitié. Hein? Donc la seule vraie énergie internationale qu'on ait, c'est le pétrole. Les autres sont des énergies régionales, comme le gaz, ou domestiques, comme le charbon. Donc le pic de découverte de gaz a déjà été passé depuis longtemps. Alors là, pareil, même histoire, la production va monter, puis elle va descendre. Alors il va y avoir un peu, on va racler un peu mieux les réservoirs. C'est plus dur que pour le pétrole, parce qu'on dégonfle un truc essentiellement. On va redécouvrir 3 trucs, et tout ça va nous mettre dans un pic qui arrive, selon les régions, entre maintenant et 2050. Voilà l'approvisionnement gazier de l'Europe. Vous voyez que ça s'inverse par rapport au pétrole. Les importations ne font que 40%. Par contre, la mer du Nord, qui fait les 60% restants, a passé son pic dans les années 2000. Elle est en léger déclin pour le moment. Et quand la Norvège passera son pic d'ici à 2020, le déclin va fortement s'accélérer. Alors là, j'en tire une conclusion que je vais vous relivrer plus tard. L'idée sympathique qu'on puisse, même en période de transition, remplacer la moindre centrale nucléaire par du gaz en Europe, se fera nécessairement au détriment d'une consommation de gaz existante ailleurs. Nécessairement. On ne peut pas rajouter du gaz à la consommation actuelle de l'Europe qui est déjà partie à la baisse. Ce que vient de faire Mme Merkel en décidant de relancer le plan Schröder, en disant qu'elle va remplacer son nucléaire par du gaz venu de Russie, en ayant eu la bonne idée de se mettre juste au bout du tuyau, aura un effet d'éviction direct sur le consommateur français. Direct. Alors c'est son droit de le faire. Les textes européens ne lui interdisent pas. Il faut juste qu'on comprenne bien en France ce que ça signifie. Hein ? Ça va avoir un effet d'éviction direct sur le consommateur français. On vous a probablement parlé des gaz de schiste. Alors là encore, la presse a eu la langue qui a fourché. Ce n'est pas des gaz de schiste. Pour l'essentiel, c'est des gaz d'autre chose. Les gaz non conventionnels, ici vous avez la production de gaz non conventionnel aux États-Unis, fait appel à 3 familles de gaz. Une petite partie, c'est du gaz de schiste, qu'en fait, il convient d'appeler du gaz de roche-mère. C'est du gaz qui s'est formé dans la roche dans laquelle il y avait les sédiments organiques qui permettent la formation du pétrole et du gaz et qui n'a pas quitté cette roche. Mais l'essentiel des gaz non conventionnels aux États-Unis aujourd'hui viennent de 2 autres catégories. Le gaz de charbon, c'est tout simplement du grisou. Donc en gros, vous fracturez la veine de charbon et vous récupérez le grisou, qui contient essentiellement du méthane. Et du gaz de réservoir compact. Le réservoir compact, c'est un réservoir de gaz conventionnel. C'est du gaz qui a migré depuis la roche-mère vers une roche-réservoir. Et simplement, la roche-réservoir s'est un peu resédimentée après. Et donc, la perméabilité n'est plus assurée. Et il faut recréer de la perméabilité en fracturant la roche. C'est aussi des techniques de fracturation. Géologiquement, ça n'a rien à voir. Vous trouvez du gaz de réservoir compact là où vous trouvez du gaz tout court. Vous trouvez du gaz de roche-mère là où il y a des roches-mères, peut-être. En France, il n'est pas du tout dit qu'on ait du gaz de roche-mère dans les roches-mères. On sait qu'on a des roches-mères parce que ça, c'est le seul truc qu'on puisse savoir depuis la surface. Pour savoir s'il y a du gaz dedans, il faut faire un trou. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire le trou. Je suis juste en train de vous dire, techniquement, vous ne pouvez pas savoir s'il y a du gaz ou pas dans la roche-mère tant que vous n'avez pas fait le trou. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne le pétrole, quand vous trouvez une formation géologique que vous soupçonnez de contenir du pétrole, 5 puits d'exploration sur 6 sont secs. 5 sur 6. Hein, donc vous trouvez depuis la surface une formation géologique dont vous vous dites tiens ça, par échographie, c'est de la sismique, hein, donc vous vous dites tiens là-dedans il y a peut-être du pétrole, et vous allez faire le trou, et 5 fois sur 6 il n'y a rien. Hein. Donc qu'on ait en Europe, en France en particulier, des gaz de schiste, j'en sais rien, peut-être que oui, peut-être que non, il faut aller voir, si on veut vraiment savoir. Alors peut-être qu'on ne veut pas savoir, ce qui est un débat en soi, mais si on veut savoir, il faut aller voir, il n'y a pas d'autre moyen. Est-ce qu'en Europe, on a des gaz de réservoir compact? La réponse est non. Et est-ce qu'on a du gaz de charbon? Chez les gens qui ont du charbon, la réponse est oui. Et en France, comme il n'y a plus de charbon ou très peu, la réponse est non. Donc, confondre gaz de schiste avec gaz non conventionnel, schiste avec gaz de schiste et tout extrapoler à la France est quelque chose qui est malheureusement de mauvais raccourcis médiatiques. La réalité, c'est qu'on ne sait pas s'il y a un approvisionnement en gaz de schiste en provenance de la France. Et quand bien même il y en aurait un, c'est considérablement plus capitalistique que le gaz conventionnel. Tout le gaz du gisement de lac est sorti par un seul trou. Un seul. Il y a eu un seul forage d'exploitation dans le gisement gazier de lac. Là, avec les gaz non conventionnels, vous drainez une surface qui est de l'ordre du kilomètre carré, quelques kilomètres carrés, quand vous faites un puits. Donc il faut faire un puits tous les kilomètres, en gros. Donc je vous laisse imaginer un puits tous les kilomètres dans les Cévennes. Encore une fois, on peut le souhaiter, mais c'est ce genre de truc qu'il faut avoir en tête. Il faut pouvoir forer le puits facilement, il faut avoir l'argent pour forer les puits en permanence. Hein, très capitalistique. Voilà. Alors maintenant, venons-en à l'électricité. Avec quoi fait-on l'électricité en Europe?
ça peut-être que vous l'avez déjà vu au stade où vous en êtes, c'est une carte dans laquelle vous avez les sources d'énergie utilisées pour faire de l'électricité un peu partout en Europe. Comme vous le savez, l'énergie ne sort pas du mur, contrairement à la réponse à un sondage classique qui a été fait aux États-Unis. Il faut la faire à partir d'autre chose. Alors cette autre chose, il est en Europe pour beaucoup du charbon. Nos amis allemands font la moitié de leur électricité avec du charbon et du reste l'énergie concept allemand, c'est pas du tout de faire des éoliennes, c'est de faire du charbon et du gaz pour l'essentiel. Donc ils ont 20 gigawatts de capacité fossile en construction pour décommissionner les 23 gigawatts de nucléaire qu'ils ont actuellement en service. Et ils vont faire essentiellement du gaz et du charbon. Alors avec un peu de chance, la population diminuera suffisamment vite pour que leurs émissions de CO2 n'augmentent pas. Mais c'est l'effet combiné du vieillissement de la population et du gaz et du charbon qui va être le plan allemand de transition énergétique. Alors moi je veux bien que la presse française applaudisse les quatre mains, mais enfin j'ai quelques doutes sur le côté écologique du machin. Donc le charbon, un tiers de l'électricité européenne. Après vous avez du gaz qui fait de l'ordre de 15 à 20%. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce gaz, on est déjà dans la seringue, c'est-à-dire que la quantité de gaz qui est disponible est quelque chose qui est déjà parti à la baisse. On a également de l'hydroélectricité que je vais évoquer juste après. Et enfin, on a du vent. Alors le vent, c'est quelque chose qui n'est pas significatif aujourd'hui à l'échelle européenne. Et la question de savoir si ça peut devenir significatif devrait faire l'objet de beaucoup plus de temps que je n'en ai aujourd'hui. Retenez juste quelques conclusions simples. Il n'existe pas aujourd'hui de foisonnement éolien en Europe, c'est pas vrai. Quand vous faites la somme des puissances injectées sur le réseau de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, vous vous rendez compte que ou bien il y a une dépression sur la façade atlantique et ça produit, ou bien il n'y a pas de dépression et ça ne produit pas. C'est en première approximation à peu près ce qui se passe. Vous n'avez pas d'effet de compensation entre le nord et le sud. La deuxième chose qu'il faut savoir, et ça c'est un sujet de réflexion pour vous, je suis dans les tarifs de rachat favorable à ce qu'on limite les tarifs de rachat à l'électricité garantie. Sinon ça veut dire qu'on met l'intermittence induite à la charge de quelqu'un d'autre ailleurs dans le réseau et je ne vois pas pourquoi on subventionnerait Monsieur A pour mettre une charge chez Monsieur B sans prévenir Monsieur B et sans dire qui est Monsieur B. Les moyens, l'intermittence induite oblige d'autres personnes à avoir des moyens de backup ou des moyens de stockage ou de l'effacement de consommation. Donc dit autrement, Monsieur A, je le paye pour me coller de l'intermittence dans un réseau électrique qui n'aime pas ça et c'est ailleurs que je vais gérer les surcoûts qui en découlent. Donc je pense que ça vaudrait le coup de distinguer les tarifs de rachat en deux sous-catégories. Une sous-catégorie A qui est le kilowattheure garanti, c'est celui que j'ai quand j'en ai besoin de manière certaine, le barrage rentre dans cette catégorie, et le kilowattheure B, c'est le kilowattheure qui arrive quand il en a envie, et celui-là vaut nécessairement moins cher. Hein, mais j'y reviendrai quand on répondra aux questions. Donc, ce qui veut dire qu'il y a renouvelable et renouvelable. Hein, elles sont pas toutes. Si vous avez un stock de bois et que vous faites de l'électricité à la demande, c'est plus garanti que si vous avez de l'électricité qui arrive quand le vent souffle. Hein, donc pour moi, ces deux électricités-là, puisque l'électricité ne se stocke pas en tant que telle, hein, vous ne stockez pas des électrons en mouvement, vous stockez de l'eau remontée en altitude, une séparation chimique dans une batterie, mais vous ne stockez pas l'électricité en tant que telle, sauf dans un supraconducteur, enfin c'est un peu cher. Vous devez, si vous avez quelque chose qui est intermittent et fatal, ça vaut nécessairement moins cher dans un réseau électrique que quelque chose qui est garanti et pilotable. Nécessairement moins cher. Donc voilà comment on fait l'électricité aujourd'hui en Europe. Alors avec tout ce que je vous ai raconté, comment vont évoluer les prix exogènes, j'allais dire, ce qui ne dépend pas des décisions des Français. On va commencer par s'intéresser au prix du charbon que vous avez à gauche, qui pilote une partie du coût de production de l'électricité, puisque dans une centrale à charbon, le coût du charbon, c'est en gros 50% du coût de production du kilowattheure. Hein. Eh bien, vous voyez que le prix du charbon, c'est le graphique de gauche, est très bien corrélé au prix du pétrole. Et donc, comme le prix du pétrole, je vous ai dit qu'il allait monter sauf récession, donc quand on ne sera pas en récession, il va monter. Ça veut dire que le prix du charbon va aussi faire le yo-yo. Et indépendamment de toute considération sur le CO2, vous allez avoir un prix de la production électrique au charbon qui va monter. En ce qui concerne le gaz, c'est le graphique de droite. Alors ici, vous l'avez mondialement jusqu'au moment où les Américains se sont fortement décorrélés pour des raisons de production domestique. Ça ne change rien au destin des Européens, comme vous l'avez probablement constaté récemment. Donc pour les Européens, ça va continuer à être asservi au prix du pétrole. Donc l'électricité produite au gaz, et là c'est 70% du coût du kilowattheure, va également voir son prix évoluer comme le prix du gaz. Venons-en à l'hydroélectricité. Ici, vous avez une simulation issue du dernier rapport du GIEC, enfin plus exactement une synthèse des simulations issues du dernier rapport du GIEC, qui vous donne l'évolution des précipitations sur la planète dans un scénario qui est qualifié de charbon haut, c'est-à-dire qu'en gros, on va au maximum du charbon qu'on peut consommer sur Terre, avec un pic charbon aux alentours de 2050. Et vous voyez ici la manière dont évoluent les précipitations sur Terre
en hiver dans l'hémisphère nord, en été dans l'hémisphère nord. Et vous voyez que le pourtour du bassin méditerranéen s'assèche en toute saison, et pour tous les modèles. Donc l'hydraulicité que nous allons avoir en Europe va probablement baisser, et l'hydraulicité, comme vous le voyez ici, pilote quand même une partie de l'électricité que nous produisons, et surtout c'est la plus précieuse de toutes les formes de production électrique parce que c'est celle qui est la plus modulable et la plus pilotable. Hein. Le truc qui vous réagit, qui vous délivre 2 gigawatts en 3 minutes, c'est un barrage. Aucune autre forme de production électrique ne sait faire ça. Aucune. Hein. Donc l'hydroélectricité est un truc extrêmement précieux dans le pilotage d'un réseau électrique, et sur cette hydroélectricité, on va avoir une contrainte à cause de la contrainte climatique. Comment on peut voir, là, dans ce schéma-là, vous dites ça a évolué, pourquoi? Parce que... Ça va évoluer. Oui, mais on le voit comment là Alors, pardon, ce qui est en rouge, ça s'assèche, et ce qui est en bleu, vous avez les précipitations qui augmentent. D'accord, et ça, c'est la situation actuelle? Non, ça, c'est l'évolution d'ici à la fin du siècle. Donc, en gros, l'Europe devrait perdre 20 à 30% de ses précipitations d'ici à la fin du siècle. D'accord, là, c'est actuel et c'est vers la fin du siècle, c'est ça? Oui, absolument. Ce qui veut dire que... Mais c'est pas continu, cette affaire. C'est pas 1% par an. Oui, pas linéaire. C'est pas du tout linéaire. Il va y avoir des à-coups. 2003 a été un à-coup. 2010 a été un à-coup. Hein, et ces à-coups vont se répéter. Donc il va y avoir des situations de mise sous tension du système qui vont aller en s'accroissant. Hein. Quand vous avez des épisodes caniculaires importants ou des grandes sécheresses significatives, vous avez deux inconvénients. D'une part, vous avez l'hydraulicité qui baisse, donc les barrages se remplissent moins bien. Et d'autre part, vous avez des problèmes sur le refroidissement des centrales thermiques. Et il se trouve que les centrales thermiques font, si vous mettez bout à bout nucléaire, gaz et charbon, parce que tout ça c'est thermique, hein, vous représentent en gros 75% de l'électricité européenne. Tous ces dispositifs-là ont des problèmes de refroidissement en période de canicule, pas juste les centrales nucléaires. Hein. Tous. En 2003, dans les 13 dérogations que EDF avait demandées sur ces centrales thermiques, il y en a 7 qui concernaient des centrales nucléaires et 6 qui concernaient des centrales à charbon et à pétrole. Alors comme nous avons sorti du nucléaire, la presse a largement parlé des centrales nucléaires, et comme nous n'avons pas sorti du charbon et du gaz, la presse n'a pas parlé des centrales à charbon et à gaz et à pétrole. Mais c'est exactement les mêmes problèmes. Hein. Si certains d'entre vous prennent le TGV pour aller à Marseille de temps en temps, quand vous passez à côté de la centrale de Gardanne, vous savez, vous voyez des très beaux aéroréfrigérants par la fenêtre, c'est une centrale à charbon. Moi, je fais souvent le test. Quand je suis avec des gens dans le wagon, je leur dis c'est quoi ce truc-là? Ils me disent une centrale nucléaire. Bah non. Quand vous montrez des aéroréfrigérants à un Américain, il pense centrale à charbon. Il ne pense pas du tout centrale nucléaire. Hein. Donc vous en avez sur toutes les centrales thermiques. Et je finis ce petit exposé avec les énergies renouvelables aujourd'hui, avant de répondre à vos questions. Alors les énergies renouvelables aujourd'hui, voici ce qu'elles représentent dans le monde. L'unité qui est utilisée sur ce graphique, c'est le million de tonnes équivalent pétrole. Je suis désolé pour cette unité barbare. Et la consommation mondiale avec cette unité vaut 14 000. Donc la consommation mondiale, c'est 14 000 millions de tonnes équivalent pétrole d'énergie. Là-dedans, vous voyez que la première énergie renouvelable, et de très loin, c'est le bois, qui fait à peu près 10% de la consommation mondiale d'énergie. Ensuite, vous avez l'hydroélectricité, qui en équivalent primaire fait à peu près 5% de la consommation mondiale d'énergie. Et ensuite, vous tombez sous le pourcent, et pour les énergies purement électriques, j'ai mis les équivalents primaires. Et vous vous rendez compte que les agrocarburants, enfin moi je les appelle agricarburants, ils ne sont pas du tout bio, c'est 0,5% de l'énergie mondiale, c'est 1,5% du pétrole mondial. Ridicule. Et pour ça, on est déjà en train d'affamer une partie des gens. Les Américains ont totalement... Ah si, ça fait 15 ou 20 ans que les Américains ont affecté la totalité de la hausse de leur production de maïs à de l'éthanol. Le Mexique, pour le moment, peut encore se payer des importations de maïs parce qu'il a des excédents pétroliers. Ces excédents pétroliers vont s'arrêter dans 4-5 ans parce que la production du Golfe du Mexique dans la partie mexicaine est en train de décliner. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passera au Mexique, mais il va se passer des choses intéressantes. Donc, aujourd'hui, il y a une pression sur les cultures vivrières évidente due aux agrocarburants, absolument évidente. Ce n'est pas la seule, il y en a une autre due au climat. Évidemment, là j'ai une partie de la réponse à une autre question que vous m'avez posée. Est-ce que ça vaut le coup de mettre des tarifs de rachat exorbitants là-dessus et là-dessus quand on a un problème sur quelque chose qui vaut 50 ou 100 fois ça? Ma réponse est non. C'est du gaspillage d'argent. Non, ça ne sert strictement à rien. Si, ça sert à se faire plaisir. Dit autrement, tant qu'il y a de la croissance parce qu'on a plein de gaz, de charbon et de pétrole, ça sert à se donner bonne conscience en recyclant 3 surplus.
Le jour où l'économie sera atteinte dans le dur, parce que pétrole, gaz et charbon commenceront à décliner pour de bon dans l'approvisionnement français, on arrêtera de se livrer à ce genre de plaisanterie. La première fois que je l'ai écrit, c'était en 2004. Donc la première fois que j'ai écrit, c'était en 2004, que les subventions au photovoltaïque et à l'éolien s'arrêteraient au moment des récessions, qui seraient justement dues aux problèmes que ça prétend éviter. Et je crois que nous y sommes. Voilà, donc voilà un petit panorama sur quelques éléments de réflexion qui, à mon avis, doivent encadrer toute forme de réflexion sur les tarifs de l'électricité en particulier et de l'énergie en général. Alors maintenant, je peux répondre rapidement aux questions, ou moins rapidement du reste, aux questions qui m'ont été posées. Avant peut-être, sauf à ce qu'il y ait des questions sur ce que je viens de présenter. Dans le pourcentage de non renouvelable, c'est le pétrole qui est l'énergie la plus utilisée. Oui, je ne vous ai pas mis ça. Alors dans le mix mondial, le pétrole représente 1/3 de l'énergie primaire. Oui. Et dans ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire celle qui sort du système énergétique et qui est mise à la disposition des consommateurs, c'est au-dessus de 40%. Donc le pétrole domine le mix énergétique mondial de la tête et des épaules. Et dans le système de transport, qui aujourd'hui est le sang du système économique mondial, c'est 98% de la part du pétrole. Donc le pétrole pilote, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le pétrole pilote le PIB en volume. C'est vraiment ça. Si demain matin je prive la France de transport, Paris meurt de faim, vous avez des émeutes partout, enfin je veux dire, le pays s'effondre. Donc le pétrole et ensuite le gaz et... Le pétrole, ensuite le charbon. Alors pétrole, c'est 1/3 de l'énergie mondiale, charbon 25, gaz 20, biomasse 10, nucléaire et hydroélectricité à parité à 5, et le reste fait 2, allez, 1,5. Autre précision, le charbon sert essentiellement à faire de l'électricité. À peu près les 2/3 du charbon extrait sur la planète servent à faire de l'électricité, et symétriquement, la première source de production électrique dans le monde, c'est le charbon, avec à peu près 40% de l'électricité mondiale. Toujours pour fixer les ordres de grandeur, entre 1945, année où certains d'entre vous étaient déjà vivants, et aujourd'hui, eh bien, la production électrique mondiale est passée de 600 TWh, c'est-à-dire la production française actuelle, à 20 000. Donc l'accès massif et démocratique à l'électricité, c'est même pas un fait de la révolution industrielle, c'est un fait de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est extrêmement récent, extrêmement récent. Et c'est extrêmement fossile. Les 2/3 de l'électricité mondiale sont faites avec des combustibles fossiles, charbon 40%, gaz 25%. Merci. Monsieur le rapporteur, vous aimeriez avoir maintenant la réponse à vos questions? On va dire que vous avez pris nos questions sous un certain angle, hein, et la question qui reviendrait, c'est effectivement, on peut parler peut-être un peu du coût, puisque vous avez parlé des volumes. Donc je suppose que vous voulez en venir que les volumes vont déterminer le coût. Pour partie. Et pour partie, et les politiques qui s'en suivent. Alors maintenant, réponse à la première question. Le rapport de la Cour des comptes sur les coûts, je ne l'ai pas lu en totalité, j'ai lu la synthèse et j'ai eu le plaisir de discuter plusieurs fois avec Michel Papalardo. Moi je trouve que c'est un exercice extrêmement salutaire qui devrait être répété sur les autres formes d'énergie, parce qu'au moins on sait de quoi on parle et on a défini les concepts. Il y a une deuxième question qui n'a rien à voir avec la première d'une certaine manière, qui est est-ce que ça va devenir compétitif, ça va rester compétitif d'un point de vue économique? Ma réponse est oui. Même et y compris en tenant compte du coût des accidents possibles, etc. Alors ça peut en choquer certains d'entre vous, mais même et y compris en tenant compte de ça, la réponse pour moi est oui. Parce que si on commence à tenir compte des externalités pour le nucléaire, faut faire de même pour toutes les autres. Et une indication, entre autres, qui répond par anticipation à la question 6, si vous mettez un coût de la tonne de CO2 à 100 €, vous augmentez le coût de production de l'électricité au charbon de 100 € par mégawattheure. Si vous mettez une tonne de CO2 à 100 €, oui. Si les électriciens doivent payer la tonne de CO2 qu'ils émettent 100 €, le coût de production d'un mégawattheure au charbon est augmenté de 100 € aussi. Un mégawattheure au charbon égale une tonne de CO2. Hein. C'est très simple. Ce qui veut dire que le consommateur final voit le coût du kilowattheure électrique augmenter de 10 centimes si je mets une taxe carbone à 100 € la tonne de CO2. Soit dit en passant, dans un marché européen qui a été créé pour mettre de la concurrence partout et tout le temps, ce qui à mes yeux est une ânerie sans nom, sur l'électricité, eh bien, comme le système s'ajuste
par la magie de la circulation des électrons qui ne se stockent pas, non pas sur le coût le plus bas, mais sur le coût le plus élevé du dispositif de production utilisé à tout moment. Si vous augmentez de 100 € le coût de production sur les centrales à charbon, vous augmentez de 100 € le mégawattheure le coût de l'électricité pour tout le monde. C'est ça la magie du marché libéralisé, qui, soit dit en passant, est une ânerie sans nom. Pas à cause du coût. Je suis très favorable à des hausses de prix de l'électricité pour engendrer des économies d'énergie. À cause du fait que c'est une rente qui va là où elle ne devrait pas aller. C'est plutôt ça la question. Donc, j'en reviens à est-ce que cette source d'électricité va rester économique? Oui. Alors, surtout, quels sont les trucs qui comptent pour moi quand on se place du point de vue de la France? Il y a 2 trucs qui comptent pour moi du point de vue de la France. 3, on va dire. 1, l'état de la balance du commerce extérieur. 2, le taux de chômage. Et 3, l'état des comptes publics. Dit autrement, le monde sympathique est un monde dans lequel j'ai pas trop de chômage, j'ai un commerce extérieur qui est à peu près équilibré et j'ai un budget qui part pas en vrille. Et je vais peut-être vous choquer, mais le pouvoir d'achat moyen du Français n'est pas mon sujet premier, parce que de toute façon, je pense qu'il va baisser, et que plus on s'arc-boute sur le pouvoir d'achat du Français moyen, et plus on va dégrader les 3 autres indicateurs dont je viens de parler. La grande distribution a fait le bonheur du consommateur et le malheur de la balance commerciale et le malheur de l'emploi français. Donc elle a fait le malheur du taux de chômage et le malheur de la balance commerciale. La subvention à l'énergie fera le bonheur de l'automobiliste pendant un court instant, et à cause de l'effet récessif des chocs pétroliers, fera ensuite le bonheur ou le malheur plus exactement du taux de chômage et celui des comptes publics. Donc moi j'ai 3 critères qui comptent pour moi, c'est la balance commerciale, le taux de chômage, les comptes publics. Si je prends ces 3 critères en considération, le nucléaire est la forme d'électricité pour laquelle l'impact sur la balance commerciale est le plus faible. Alors c'est clair qu'on dépend des importations d'uranium, c'est tout à fait vrai. Mais ça représente cacahuètes dans le prix du kilowattheure final, ça peut se stocker pendant des années, donc pendant des années on a le temps de se retourner un peu. Si le Kazakhstan nous fait des misères, on ira voir le Canada, et si le Canada nous fait des misères, on ira voir l'Australie, et si l'Australie nous fait des misères, on ira voir le Niger. Bon, en quelques années on a le temps de se retourner. Avec le pétrole, on a 3 mois de stock, on a le temps de rien du tout. Et comme ça, et avec le gaz, c'est pareil. Vous l'avez constaté l'hiver dernier, il y a eu une tension sur le gaz à cause de la hausse de la consommation d'électricité et de chauffage. Les Russes et les Norvégiens, ils font de nous ce qu'ils veulent. Alors les Norvégiens sont sympathiques, les Russes, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais on est comme ça avec les importations de gaz. L'Espagne, qui a dû doubler son parc éolien d'un parc de centrales à gaz à peu près de même puissance, qui aujourd'hui fait 2 kWh au gaz à cause de l'intermittence. Quand elle fait 1 kWh d'éolien, elle s'est mise comme ça, avec des importations de gaz, qui, dans la situation économique qu'elle connaît aujourd'hui, elle s'en serait probablement passée. Donc, encore une fois, 3 éléments qui comptent à mes yeux. Le nucléaire, de ce point de vue, est une très bonne forme d'optimum pour la production d'électricité de masse. Et en fait, c'est même la seule qui est accessible en France, parce que l'hydroélectricité, on ne peut plus noyer beaucoup de vallées. L'éolien, à cause de son caractère diffus et intermittent, aura un taux de pénétration qui sera limité. Et la biomasse, c'est pareil, on peut faire des calculs d'ordre de grandeur. On se rend compte que le potentiel disponible pour faire de l'électricité, surtout si on veut continuer à pouvoir manger dans un monde avec moins d'engrais, il est pas si étendu que ça. Donc le nucléaire, pour moi, c'est très compétitif pour de bonnes raisons. Est-ce qu'il faut prolonger les centrales nucléaires actuelles? J'ai envie de vous dire, je suis content si ça arrive, c'est pas à moi de prendre la décision ni à vous. Il y a une autorité de sûreté dans ce pays qui a été mise justement pour que le nucléaire ne soit pas placé sous le fait du prince, c'est-à-dire l'émotion du politique. Laissons l'ASN faire son boulot. Elle a été faite pour ça. Et là, il y a quelque chose aussi qui est pour moi un point de principe. Ou bien on considère qu'il existe une autorité qui est techniquement compétente pour dire ce qui peut fonctionner et ce qui ne peut pas fonctionner. Et on a confiance dans les gens qui sont là. À ce moment, on la laisse faire son boulot. Ou bien on n'a pas confiance dans les gens qui sont là, et à ce moment, on ne ferme pas Fessenheim, on vire les gens qui sont à la tête de l'ASN. Moi, si j'ai un collaborateur en qui je n'ai pas confiance, je ne passe pas derrière son dos pour refaire son boulot. Je le vire. Bon, là, c'est exactement pareil. Ou bien l'ASN est faite de gens en lesquels on a confiance, et à ce moment, on écoute ses recommandations, et c'est un problème de l'exploitant et de l'ASN. Il faut savoir que sur les filières graphite-gaz, l'autorité de sûreté, qui à l'époque n'était pas une autorité de sûreté puisque c'était une direction du ministère, avait dit à EDF, votre truc c'est pas terrible, vous allez me faire tel et tel type d'aménagement ou vous arrêtez. EDF a arrêté, a trouvé que c'était trop cher, a arrêté. Donc en ce qui concerne les centrales nucléaires, ou bien l'autorité de sûreté dans laquelle on a confiance dit voilà ce qu'il faut faire et l'exploitant choisit. S'il trouve que ça coûte trop cher, il arrête. S'il trouve que c'est rentable, il le fait.
Voilà, donc donc la réponse à la question, encore une fois, c'est en tant que citoyen, si l'ASN considère qu'il est légitime de prolonger les centrales nucléaires, je considère que économiquement c'est une bonne idée. Cela étant, même si l'ASN considère que ce n'est pas une bonne idée de prolonger les centrales nucléaires, à cause de ce que je viens de répondre au point 1, mon sentiment c'est qu'il faut en construire d'autres à la place. Parce que compte tenu des externalités des modes fossiles, encore une fois, et des externalités du mode nucléaire, je pense que le fossile crée beaucoup plus de risques globalement que le nucléaire. Et dans les risques globaux, je ne vous ai pas parlé du changement climatique, je n'ai pas eu le temps de vous exposer en quoi pour moi le printemps arabe était déjà très largement une conséquence de la contrainte énergie-climat, mais il est évident qu'on va avoir des déstabilisations socio-économiques massives dans un monde dans lequel il y a à la fois un problème sur l'énergie fossile et un climat qui se dérègle rapidement, et ça sent pas bon pour mes enfants, ni même pour moi. Donc je préfère de très loin vivre avec le risque maîtrisé existant, mais qu'on connaît à peu près d'une centrale nucléaire, plutôt que le risque totalement non maîtrisé d'un monde qui devient violent, dictatorial et guerrier parce qu'il n'y a pas assez de pétrole et que le climat se met à faire n'importe quoi. Et pour avoir bien creusé le sujet depuis 5 ans, je pense que malheureusement la deuxième éventualité est loin d'être une vue de l'esprit. Troisième question, est-ce que les tarifs actuels de l'électricité vous paraissent fidèlement refléter le coût réel? Si on inclut les externalités fossiles, la réponse est non. Je vous ai donné tout à l'heure une information. À 100 € la tonne de CO2, il faut que le consommateur final paye son prix du kilowattheure 10 centimes plus cher. Donc l'électricité, et je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie ne vaut rien. Donc je persiste et signe, l'électricité ne vaut pas assez cher. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne vaut pas assez cher que la hausse de prix doit arriver avec des hausses de la facture qu'on paye aux gaziers et aux charbonniers. Elle doit arriver par des taxes, qui sont un recyclage national de l'argent, qui très accessoirement vous paye et paye une partie de mes clients, et permettent de faire un certain nombre de choses sans lesquelles on n'a pas les moyens d'action pour le budget public. Donc la question des impôts, c'est pas est-ce qu'ils sont bons ou mauvais, c'est il en faut. Tout le monde sait qu'il faut des impôts, la question est de choisir les bons. Je pense que les taxes sur l'énergie sont de très bons impôts, et ça ne fait pas obstacle au fait que par ailleurs, on a intérêt à choisir les modes de production électrique qui optimisent le taux de chômage, enfin ou la baisse du taux de chômage, la balance commerciale et l'équilibre des finances publiques. Comment est-ce que ça doit évoluer à mes yeux? Je pense qu'il faut mettre un tarif progressif de l'électricité en place. C'est-à-dire que plus vous et pas du tout un tarif dégressif, donc plus vous en consommez, plus vous payez cher. Alors vous allez me dire c'est antinataliste, etc. On peut très bien, tous les gens qui ont regardé la fiscalité de près savent très bien que la bonne taxe est une taxe sans trou dans le fromage, pas de niche. Et quand vous avez des situations particulières, vous les corrigez avec des mesures particulières, pas de niche. La bonne taxe sur l'énergie, assiette large, pas de dérogation, visibilité. C'est ça les bonnes taxes sur l'énergie. Quand vous commencez à mettre des trous dans le fromage partout en disant peut-être que machin, qu'il n'y a pas les moyens, etc., c'est le début de la fin. Donc si les gens qui ont trop d'enfants ou pas assez d'argent pour les enfants qu'ils ont des problèmes à payer leur facture électrique, c'est un problème qui se règle en tant que tel. Vous pouvez payer directement une allocation par enfant, on peut tout imaginer, mais c'est un problème qui se traite en tant que tel. Voilà, donc ça devrait augmenter. Et par ailleurs, il faut bien évidemment remettre en place un système de taxe carbone. Alors pour l'électricité, le problème est largement réglé par le système européen des quotas. Mais je pense que le système européen des quotas devrait être complété de 2 choses. La directive devrait être d'entrée de jeu prolongée jusqu'à la fin de vie des centrales électriques. Donc on devrait d'entrée de jeu aujourd'hui donner de la visibilité aux acteurs économiques jusqu'en 2050. Les acteurs économiques, je les connais bien, ça fait 25 ans qu'ils me font vivre. S'ils n'ont pas de visibilité, ils ne font rien. Le grand paradoxe, c'est que l'acteur économique ne sait pas payer de lui-même sa prime d'assurance. Donc dit autrement, si vous ne lui donnez pas de visibilité, il ne fait pas une espérance mathématique de perte en se disant c'est ça que je dois faire, il ne fait rien. Rien. Donc si vous ne lui donnez pas de visibilité sur le prix auquel il achètera son quota d'ici à 2050, il ne fera rien. Alors pour ça, ça veut dire 2 choses. Compléter la directive jusqu'en 2050, ça ne dépend pas des Français, mais ça dépend éventuellement du lobbying que les Français avisés peuvent faire à Bruxelles. Donc compléter la directive jusqu'en 2050 et mettre dès à présent un prix croissant annoncé à l'avance pour les quotas mis aux enchères. Dit autrement, vous dites dès à présent aux électriciens, en 2013 tu paieras ton quota 12, en 2014 14 au minimum, en 2015 18 au minimum, en 2016 22 au minimum, etc., 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 jusqu'en 2050. Et là, les gens, ils font quelque chose. Tant qu'on est dans un système dans lequel il n'y a pas de visibilité sur la contrainte à venir, sur des infrastructures qui durent 50 ans et qui, pour certaines, je pense notamment au nucléaire, demandent des immobilisations de capitaux pendant 8 ans avant de sortir le premier kilowattheure, il ne faut pas espérer une seule seconde que des acteurs financiarisés, parce que c'est le cas de la quasi-totalité des producteurs d'électricité sur le vieux continent, vont faire des choses intelligentes à l'avance.
C'est pas une seconde. Je veux dire, la financiarisation a tellement raccourci les échéances temporelles. Et là aussi, l'idée de Bruxelles qu'en mettant les acteurs dans le marché avec des actionnaires dont on ne sait pas où ils sont, le truc allait mieux se porter, c'est une vue de l'esprit. Ça se porte beaucoup plus mal. On ne peut pas piloter des infrastructures à 50 ans de manière commode dans ce genre de contexte. Donc il faut donc le seul moyen de corriger à peu près le système, c'est de mettre en place des quotas pour lesquels le prix minimum d'enchère est annoncé à l'avance avec 40 ans de préavis. Ça n'interdit pas de moduler ensuite le rythme d'augmentation. Si on se rend compte que c'est trop dur, on peut abaisser un peu. Si on se rend compte que les gens, c'est trop facile, on peut monter un peu. Mais il faut donner de la visibilité à l'avance. Vraiment, le maître mot dans le monde économique, c'est visibilité. Si le cadre fiscal change tous les 4 matins, vous êtes à peu près sûr de ne pas obtenir quelque chose de sympathique. Ça peut se faire qu'au niveau européen, non? Oui, c'est pour ça que je disais, c'est une recommandation pour un lobbying actif de la France au niveau européen. Hein, et l'Allemagne dit à la fois je veux sauver le climat puisqu'elle a un plan très ambitieux et je veux sortir du nucléaire, très bien, on lui colle des quotas très chers et si elle s'en sort avec ça, il n'y a pas de problème. Pas tout. Moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà, les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables, je vous ai répondu. Je pense qu'ils sont gérés en dépit du bon sens. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre une mesure transversale, que je suis justement allé présenter à la Cour des comptes il n'y a pas longtemps, que j'appelle le coût à la tonne de CO2 évité. Alors le coût à la tonne de CO2 évité, c'est quoi? C'est je prends aujourd'hui une mesure dont l'effet escompté est d'éviter d'émettre du CO2, et très accessoirement d'éviter d'importer des combustibles fossiles. Cette mesure va déformer l'avenir. Alors je peux prendre une mesure qui est une prime à la casse sur des voitures qui consomment peu, ou sur l'installation d'éoliennes, peu importe, je prends une mesure. Hein, et je compare l'avenir du monde avec et sans mesure, à la fois pour l'équation économique d'ensemble, et pour les émissions de CO2 d'ensemble. Ensuite, je fais le rapport entre les deux, et ça me donne mon coût à la tonne de CO2 évité. Alors, une petite indication, si vous faites du panneau photovoltaïque produit en France, le coût à la tonne de CO2 évité est de l'ordre de 10 000 €. Vous devez payer 10 000 € d'argent public pour éviter une tonne de CO2. Si vous faites des panneaux produits en Chine, il est négatif. Dit autrement, vous subventionnez la hausse des émissions de CO2 parce que le temps de retour sur carbone d'un panneau fabriqué en Chine avec de l'électricité au charbon chinoise est de l'ordre de 30 ans, ce qui est supérieur à la durée de vie du panneau. Vous pouvez reprendre ça Il faut de l'ordre de 30 ans. Vous allez fabriquer votre panneau en Chine avec de l'électricité à 8 ou 900 grammes de CO2 par kilowattheure. Et en France, vous allez déplacer de l'électricité de réseau française qui est en gros à 130 ou 140 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc en gros, pour 1 kWh d'électricité chinoise que vous utilisez pour fabriquer le panneau, il faut que vous en récupériez 6 à 8 une fois que le panneau est installé en France. Il se trouve que la quantité de kilowattheures nécessaire pour faire le panneau est de l'ordre de 3 ans de fonctionnement du panneau. Donc si vous devez récupérer, en l'occurrence c'est plutôt 8 fois plus d'électricité en France que ce que vous avez consommé en Chine, ça veut dire que 3 fois 8, 24, vous êtes à 25, et plus vous mettez le système autour, vous êtes à 30. Donc il faut 30 ans de fonctionnement d'un panneau fabriqué en Chine pour équilibrer son carbone de fabrication en évitant de l'électricité française. Donc quand on a subventionné l'installation du photovoltaïque en France, je reviens à mes critères essentiels, on a subventionné un déséquilibre commercial, pas d'emploi en France et une hausse des émissions de CO2, donc on a tout faux. Et un déséquilibre des finances publiques, tout faux sur toute la ligne. Et je suis écolo, je suis soucieux de préserver un monde stable pour mes enfants. C'est ça, hein, pour moi, la définition de l'écologie. C'est préserver un environnement stable dans lequel mes enfants pourront mener une vie à peu près sympathique, donc qu'il y ait encore des ressources biologiques, qu'il y ait encore un climat à peu près stable, et qu'il y ait encore des sources d'énergie qu'on puisse utiliser. Et le monde a toujours été avec des risques, il l'était avant, il le sera demain. L'idée qu'on va supprimer tous les risques partout et tout le temps est une vue de l'esprit. Il faut choisir les bons. Mais on ne va jamais les supprimer partout et tout le temps. Donc voilà. Donc par contre, il y a des trucs qu'aujourd'hui on pourrait faire qui seraient extrêmement efficaces, mais c'est un peu moins, allez, je vais vous taquiner un peu, c'est un peu moins démago. Monter le prix de l'essence a un coût à la tonne de CO2 évité extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Ça allège la balance commerciale, 70 milliards d'euros de déficit l'année dernière, ça crée de l'emploi en France, et ça équilibre les finances publiques. Excellente mesure. Sauf que ça oblige à dire aux Français le genre de choses pas sympathiques que je viens de vous évoquer. Soit dit en passant, les finances publiques, mais pourquoi ça crée de l'emploi? Parce que vous allez devoir gérer un certain nombre de transitions. Vous allez devoir gérer une transition sur l'urbanisme, parce que le système urbanisme, l'urbanisme actuel ne résiste pas à une forte contrainte sur l'approvisionnement pétrolier.
vous allez sortir une partie des gens qui sont aujourd'hui dans les franges périurbaines du jeu économique. Ils seront hors du jeu économique, donc vous allez les foutre au chômage, essentiellement. Et ça a déjà commencé. Vous voyez bien que les poches de chômage apparaissent dans les zones périurbaines des villes, hein, par petites touches pour le moment. Ça va augmenter. Vous allez avoir besoin de remplacer les voitures actuelles par des voitures plus petites, parce qu'à mon avis, la mesure la plus efficace dans les 30 ans qui viennent, c'est pas de passer à la voiture électrique, c'est de remplacer des voitures à 6 litres au 100 par des 2 chevaux nouveau modèle. Donc le truc qui plafonne à 110, qui fait 30 chevaux de puissance de moteur, qui pèse 500 kg et qui consommera 1,5 litre au 100. Nos ingénieurs sauront très bien faire ça. Pas de problème. Et si vous demandez à Renault et à Peugeot de faire ce genre de truc, en plus, vous sauvez l'emploi. Parce que s'ils ne font pas ça, ils font faillite. Confère ce qui s'est passé pour General Motors, qui ne savait faire que des voitures à 10 ou 15 litres au 100 quand le prix du pétrole est monté là où il est monté en 2008. Donc la TIPP a sauvé l'industrie automobile française. Et d'une manière générale, enfin, il faut le dire quand même. La TIPP a sauvé l'industrie automobile française. En forçant pendant 50 ans les constructeurs automobiles à faire des petits moteurs, et en amortissant les variations de prix de marché par des taxes qui dépendent des volumes et pas des prix hors taxes, on a considérablement stabilisé le système. Considérablement. Hein. Donc quand je dis il faut monter le prix de l'électricité, c'est pas pour faire de la peine aux consommateurs, c'est pour forcer le Français qui n'en peut mais à payer la prime d'assurance qui va lui permettre de stabiliser le pays. C'est ça le but du jeu. C'est pas de faire souffrir le consommateur pour le plaisir. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de stabiliser le pays. Je crois qu'on sera tous d'accord autour dans cette enceinte pour considérer qu'un pays qui n'est pas en paix est un pays où la prospérité est difficile à trouver. Et ce genre de risque laissé à eux-mêmes, c'est riche de potentialités de conflits, y compris chez nous. Hein. Alors ça peut ne pas être des conflits extérieurs, ça peut être des conflits intérieurs, des guerres civiles larvées, des émeutes partout, enfin voilà. Mais tout ça est peu sympathique, globalement. Hein. Voilà, donc mal ciblé, oui. On devrait avoir une étude préalable, du coup à la tonne de CO2 évitée, dès qu'on prend la moindre mesure budgétaire destinée à faire baisser les émissions de CO2. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, je dis qu'il faut faire cette analyse préalable. Pour moi, c'est absolument indispensable. Enfin, est-ce que le prix de l'électricité en Europe devrait mieux refléter le coût des émissions de GES? Je crois que je vous ai répondu un certain nombre de fois, donc la réponse est oui. 25 fois oui. Ce qui, à mon avis, redevient un combat aujourd'hui, c'est de ne pas créer d'incohérence entre le fait que les pays sont libres de choisir leur politique d'investissement électrique et que l'Europe a l'obligation de répercuter les variations de coûts qui en résultent à l'ensemble de la plaque européenne. Dit autrement, si les Allemands prennent un choix qui augmente le prix de l'électricité chez eux, par le jeu du système qui a été mis en place, tous les États périphériques en payent le coût. Le coût. Voilà, et ça je considère que ce n'est pas normal. Donc ou bien on fait la politique tous ensemble, et à ce moment, tout le monde partage les coûts. Ça serait probablement mon premier choix. Ou bien chacun reste libre de faire la politique qu'il veut dans son coin, et à ce moment, chacun en assume les coûts. Et donc, il n'y a pas d'interconnexion aux frontières pour permettre aux Allemands d'importer de l'électricité ailleurs quand ils décident de supprimer leur centrale nucléaire. C'est un principe de responsabilisation des États. Donc, encore une fois, si on leur laisse une marge de manœuvre, ils doivent en assumer la responsabilité. S'ils ne veulent pas en assumer la responsabilité, on la mutualise, et à ce moment, on va vers plus de fédéralisme, encore une fois, ce qui n'est probablement pas la plus mauvaise option dans le monde dans lequel on sera plongé, mais c'est un choix. C'est un choix. Voilà. Merci. Est-ce que... Je vous félicite. Sincèrement, je ne savais pas très bien où est-ce que vous alliez en partant. Ou du moins, où est-ce que vous vouliez nous emmener en partant. Et vous avez bien mené votre scénario. Une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui est implicite dans ce que je vous ai raconté, c'est que je pense que le coût d'accès au capital privé va devenir considérablement plus difficile, parce que dans un monde qui connaîtra une récession tous les 3 ans, c'est évident que l'accès au capital va devenir plus difficile, ce qui veut dire que je suis en train de vous dire en creux qu'une forme de renationalisation des systèmes électriques n'est probablement pas la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou est-ce que vous avez eu des réponses intéressantes aux questions que vous vous posiez les uns et les autres? Monsieur le rapporteur. Effectivement, on ne peut pas dire que le discours que vous avez tenu est celui qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Donc, ça dépend qui vous avez fait venir. L'augmentation du prix de l'électricité. Et vous dites qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre sous peine d'entraînement d'un changement climatique qui va nous conduire à une récession importante. Mais en termes de développement de l'énergie
Donc c'est réduire la dépendance au pétrole par les économies d'énergie, je crois comprendre. Essentiellement dans un premier temps, oui. Ensuite, l'efficacité énergétique. Aussi. Alors il y a un bon mix des deux à faire. Je vais vous prendre un exemple dans le bâtiment. On a fait des calculs pour EDF que je suis autorisé à vous donner puisqu'ils veulent bien qu'on les publie. L'optimum économique dans le bâtiment n'est pas de ramener la consommation d'énergie primaire à 50 kWh par mètre carré par an. Il est plutôt de l'amener aux alentours de 100 et de l'électrifier. Dit autrement, l'optimum économique de cette affaire, c'est pour sortir le gaz et le fioul du chauffage, qui, compte tenu de ce que je vous ai dit, sont pour moi les 2 premières priorités. Vous isolez, mais sans excès. Donc vous amenez à 80-100 kWh par mètre carré par an, ce qui est déjà une jolie performance pour un certain nombre de bâtiments. À mon avis, dans l'ancien, c'est pas si facile que ça. Et par ailleurs, vous passez le système à l'électricité. Alors ça ne vous empêche pas d'être intelligent. Vous pouvez très bien le passer aux pompes à chaleur. Mais vous le passez à l'électricité. Eh bien, quand vous faites l'ensemble de ces 2 trucs-là, vous obtenez une division très forte des émissions par 6 à 8 dans le bâtiment. Vous diminuez l'importation des pays pétroliers et gaziers. C'est excellent pour l'emploi puisque vous allez devoir employer des tas de maçons, etc. Donc le vrai sujet, c'est que vos enfants et les miens, au lieu de leur dire « mon coco, tu vas faire une maîtrise et ensuite tu seras dans un bureau », on leur dit « tu vas aller te faire suer sur un chantier ». Donc ça, c'est le vrai défi de cette affaire et c'est le principal. Parce qu'aujourd'hui, le discours ambiant n'est pas du tout celui-là. Mais c'est un vrai défi. Par contre, c'est très cohérent avec ce que je vous ai raconté. Dans un monde à l'énergie plus rare, on ne va pas être tous dans un bureau. Il y aura de plus en plus de gens qui vont se remettre à transpirer. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais c'est comme ça que les choses vont se passer. Donc pour en venir à ce que je disais, là vous avez un exemple dans lequel un mix entre les économies, c'est-à-dire l'isolation et l'électrification, avec évidemment une électricité sans CO2, est pour moi le bon arbitrage. Et vous dites ensuite que, vous dites le nucléaire... Vous n'êtes pas opposé. Je pense même, encore une fois, je suis tout à fait pour. Oui. Je suis tout à fait pour. Et vous avez dit, pour le renouvelable, attention Ce que je dis pour les renouvelables, c'est qu'elles ne se valent pas toutes. Donc il faut être sélectif avec un critère de bonne gestion. Dit autrement, si vous êtes intimement persuadé que justement la contrainte va nous mettre dans une situation de finances difficile, c'est là que vous devez faire particulièrement attention à l'efficacité de la dépense budgétaire. Donc, mettre des poêles à bois dans les maisons de campagne après les avoir isolées, excellente idée, énergie renouvelable. Mettre des chauffe-eau solaires pour faire de l'eau chaude, excellente idée, énergie renouvelable. Mettre des panneaux photovoltaïques partout dans le pays, c'est une idée complètement idiote. Donc, il ne faut pas avoir l'idolâtrie des renouvelables pour les renouvelables, il faut être sélectif dans ce qu'on fait et comprendre pourquoi on le fait. C'est ça que je suis en train de dire. Mais vous êtes pour un renouvelable de proximité ou... Ça dépend. Pour l'électricité, ça n'a pas de sens parce que le réseau, c'est l'inverse. Par contre, pour la chaleur, oui. Alors après, on pourrait même faire des trucs un peu subtils. Il est quand même aussi fabriqué en Chine, le panneau pour la chaleur. Ça dépend, on peut très bien le faire chez nous si on accepte de le payer plus cher. Après, c'est une affaire de choix, c'est ce que je disais tout à l'heure. Très bonne démonstration. Le malheur du consommateur fait le bonheur du salarié et inversement. Non, mais votre très bonne démonstration tout à l'heure sur quand on subventionne le photovoltaïque, on favorise le déficit commercial, l'emploi en Chine et pas en France, et le CO2, ça vaut aussi pour le panneau solaire chauffe-eau. Alors le panneau solaire chauffe-eau, ça dépend du système d'incitation que vous mettez en place. Même sur le PV, vous vous rendez compte que le système posé, il a une variation d'un facteur 3 en fonction des pays. Alors nous, on est un pays de profiteurs, donc il y a des effets d'aubaine qui sont absolument monstrueux dans tous les sens. Après, encore une fois, ça dépend quelle est c'est une manière d'organiser le système. Voilà. Si vous importez moins cher de chauffe-eau solaire de Chine que vous importez de gaz aujourd'hui pour le chauffage au gaz qui permet d'avoir l'eau chaude sanitaire, c'est quand même une bonne affaire. Donc moi, je ne suis pas en train de vous dire, je sais dès à présent vous faire la liste exhaustive, complète, régionalisée, parce que ça va dépendre aussi des endroits, etc. Par contre, je sais vous décrire la méthode qui vous permet d'avoir la réponse en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous posez la question et de ce que vous avez envie de faire. Voilà. Bien, mais écoutez, merci. Moi, j'ai bien aimé votre démonstration. C'est dommage d'ailleurs que, c'était pas le sujet, mais que dans le domaine du transport, on ne vous ait pas titillé un peu plus pour avoir également vos idées en matière. Il a dit petite voiture. Faut monter le prix. Et dans le même temps, planter des banderilles dans le dos des constructeurs pour qu'ils descendent les consommations moyennes. Je vais vous livrer un calcul d'ordre de grandeur qui va peut-être vous intéresser. Vous avez probablement entendu parler du Grand Paris. Le coût d'investissement des infrastructures du Grand Paris, avant le fameux facteur pi, vous savez, entre le budget et le coût réel, une fois que le truc est terminé,
Je rigole parce que l'autre jour, j'ai entendu Duflo à la radio dire est-ce que vous connaissez un autre truc que l'EPR pour lequel le coût double en cours de route. Et c'est dommage que je n'ai pas été à côté d'elle parce que j'ai eu envie de lui dire tout prototype industriel, le facteur pi, il est valable absolument partout. Et c'est vrai aussi dans les développements de logiciels, le fameux facteur pi, vous savez, entre le truc qui fait papa-maman qu'on vous vend pour 100, qui finira par coûter 300 à l'arrivée, enfin, c'est valable absolument partout. Donc, pour revenir à la question posée, dans le domaine des transports, donc le Grand Paris, à peu près 60 milliards d'euros. Nos calculs, c'est que ça va déplacer de l'ordre de 2 à 3% de la mobilité motorisée des franciliens. Explication, ou bien vous mettez les lignes de transport en commun dans des zones denses où déjà très peu de gens utilisent leur voiture. Les gens marchent, utilisent le bus, utilisent le métro, etc. Donc vous allez avoir essentiellement du report modal en provenance de gens qui ne se déplacent pas en voiture, plus de l'induction de trafic. L'induction de trafic, c'est moi chez moi, j'avais l'intention de rester chez moi, et puisque le métro passe en bas de chez moi, je le prends et je vais me balader ailleurs. Hein. Eh bien, le vrai report modal en provenance de la voiture, il est marginal dans cette histoire. Ou bien vous vous mettez en zone peu dense. Donc vous faites une station de métro au milieu de la Pampa, c'est-à-dire au plateau de Saclay. Et à ce moment, comme la zone d'attraction de la gare est de 1 à 2 km, si vous êtes en zone peu dense, vous attirez personne, et donc personne avec une voiture. Enfin, les gens ont tous une voiture, mais vous n'en attirez pas beaucoup. Ils vont directement au lieu. Voilà. Et soit dit en passant, la construction des stations de métro dans la Pampa, c'est-à-dire à Saclay, va commencer par produire un premier effet qui est que dès qu'on saura que la station de métro va se construire, on construit à côté, pour héberger des gens qui habiteront à Perpète, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas le métro et viendront en voiture, et le jour où il y aura le métro, ils déménageront pas de Perpète de là où ils sont pour aller se mettre ailleurs, donc vous aurez mis les gens dans un squeeze, dans un corner, dont ils ne sortiront pas parce que le métro arrive. Ce truc-là était une très bonne idée en 1940, probablement, en 1930. Aujourd'hui, c'est totalement anachronique. Vous parlez de l'aménagement du Grand Paris. Oui, c'est un truc. Les trucs en petite couronne sont intelligents, les trucs en grande couronne, c'est du délire complet. Enfin, pardonnez-moi d'utiliser cette expression, mais c'est pas du tout en phase avec les enjeux auxquels on va devoir faire face. Pas du tout. Hein. Donc, pour en revenir à ce que c'est du gaspillage d'argent public. Total. Pour en revenir à ce que je disais sur les transports, donc 60 milliards, le Grand Paris, 2 à 3% de la mobilité motorisée. Je reprends l'exemple de mes voitures qui ne consomment pas beaucoup. Donc je commence par planter des banderilles dans le dos de Renault et de Peugeot, ils me sortent mes 2 chevaux. Et là, je mets une prime à la casse sur la totalité du prix d'achat de la voiture pour tous les ménages franciliens qui mettent à la casse leur voiture à 6 litres au 100 pour m'acheter ma voiture à 1,5 litre. Il y a 6 millions de voitures en Ile-de-France, 6 millions x 10 000, 60 milliards. Dans le premier cas de figure, j'ai changé la vie de 3% des gens qui utilisent une voiture. Dans le deuxième cas de figure, j'ai changé la vie de tous les gens qui utilisent une voiture pour la même somme d'argent public. La même. Et si vous ne voulez pas, dans le même temps que la TIPP se casse la figure, parce que vous allez consommer 4 fois moins de carburant, vous multipliez le prix de l'essence par 3, c'est QFD, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est ça. Donc, voilà un exemple de mesure dans laquelle vous avez résolu le problème à urbanisme constant, parce que ce n'est pas en 10 ans que vous allez faire déménager de banlieues lointaines tous les gens qui n'auront plus rien à y faire dans 50. Pour ça, il vous faut 50 à 100 ans. En version sympathique, sinon vous déportez tout le monde, c'est pas sympathique. Donc en version sympathique, pour modifier la forme des villes, il faut 50 à 100 ans. Et pour répondre à la contrainte pétrolière qui commence à s'exercer aujourd'hui et qui va devenir particulièrement mordante dans les 10 à 15 ans qui viennent, vous n'avez pas d'autre choix que de baisser très très vite à technologie constante, parce que le seul truc qu'on sait faire facilement aujourd'hui, c'est des voitures à pétrole, la consommation unitaire des véhicules. Et à ce compte-là, vous sauvez la stabilité dans une bonne partie de la couronne francilienne. Merci beaucoup. Je vous remercie. Tu voulais... Une question pratique. Je vous ai trouvé très sévère vis-à-vis de l'intermittence des éoliennes. Parce que moi, j'en ai 200 et quelques dans mon département, qui est un département rural, et où il y a encore quelques installations qui vont se faire. Je le traverse quasiment 3 ou 4 fois par semaine, avec une voiture d'ailleurs qui ne peut pas consommer 1,5 litre au 100. Et je les vois rarement à l'arrêt. Alors est-ce que je passe à des horaires où elles tournent systématiquement parce qu'elles m'ont vu arriver ou bien voilà. Je vais vous donner un élément de réponse. Il y a un chiffre officiel. Je vais vous donner un élément de réponse. D'abord, comme vous le savez, la production injectée sur le réseau est une fonction du cube de la vitesse. Donc, entre une vitesse de rotation donnée et 2 fois la vitesse de rotation donnée, la puissance injectée sur le réseau varie d'un facteur 8. C'est-à-dire si ça tourne 2 fois plus vite, c'est 8 fois plus d'électricité sur le réseau.
Donc c'est comme le cube de la vitesse du vent. Donc et ça, c'est un truc qu'on a du mal à apprécier avec nos sens. Et la deuxième réponse... On dit ton petit vent marnais est moins intéressant que le grand vent de Loire-Atlantique. Il est meusien. Non, mais alors effectivement, mais ça, il faudrait qu'on le fasse passer au niveau du grand public, parce qu'on est toujours pareil, on est dans la logique du tout ou rien. Soit elle tourne pas. Mais effectivement, si elle tourne pas vite, il y a le fameux facteur de démultiplication. Voilà un début de réponse à votre question. Il y a des physiciens qui étaient grattés par cette question, qui ont, au terme d'un long travail de fourmi, parce qu'il n'y a pas de centralisation de ce genre d'infos, été récupérer les puissances injectées sur le réseau auprès de RTE qu'il fournit pour la France, de l'exploitant allemand, du réseau allemand qui fournit pour l'Allemagne, en plus en plusieurs morceaux, de l'exploitant espagnol qui fournit ça pour l'Espagne, jour par jour. Donc il faut faire un travail extrêmement passionnant de recopie des trucs dans un fichier Excel. Et voilà ce que ça donne entre septembre 2010 et mars 2011. Avec un pas de temps qui est celui de l'heure, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez que, en gros, ou bien vous avez une dépression atlantique et toutes les éoliennes produisent, qu'elles soient en Espagne, en Allemagne, en France, en UK, etc. Ou bien vous êtes en régime anticyclonique et vous avez un peu de vent résiduel à Gibraltar, dans le couloir rhodanien, etc. Mais vous avez un talon et la puissance installée est là-haut. Donc ce que vous dit ce graphique, c'est qu'en moyenne, sur ces 6 mois, vous n'êtes jamais à mieux que la moitié de la puissance installée. Que la puissance garantie est une petite fraction de la puissance installée, de l'ordre de quelques pourcents. Et vous voyez ici clairement l'intermittence induite que vous devez contrebalancer par soit des barrages, soit des centrales à gaz. Alors les Espagnols ont choisi des centrales à gaz, ce qui maintenant leur coûte bonbon en gaz et en CO2. Donc en même temps qu'ils installaient 15 gigawatts d'éolien, ils ont installé 20 gigawatts d'éolien, ils ont installé 15 gigawatts de centrales à gaz, et ils publient des très beaux communiqués de presse quand c'est l'éolien qui domine, mais enfin ils devraient publier 3 fois plus souvent des communiqués de presse en expliquant que c'est le gaz qui domine. Hein, ah bah oui, c'est exactement ça qu'ils devraient faire. Les Allemands ont choisi de compenser ça avec le charbon, et les Danois, ils ont fait un truc qui est absolument génial. Comme en gros le pays est trop petit compte tenu de la quantité d'éoliennes qu'il a pour absorber sa propre électricité d'origine éolienne, quand le vent souffle, il exporte. Vers qui est-ce qu'il exporte? Vers les pays avec lesquels il est interconnecté. L'Allemagne d'une part et la Norvège de l'autre. Quand la Norvège reçoit de l'électricité danoise, que le Danois ne peut pas, il doit s'en débarrasser, c'est pour l'équilibre du réseau électrique, il doit absolument s'en débarrasser. Que fait le Danemark à ce moment? Il est prêt à la vendre à n'importe quel prix. Quel est le prix auquel la Norvège va accepter l'électricité danoise? Le coût de production marginal d'un barrage. Vous savez, le coût de production marginal d'un barrage, c'est les 3 minutes d'ouvriers qui sont nécessaires à ouvrir et fermer le robinet, c'est zéro. Donc les Danois ont subventionné, avec leur argent à eux, une industrie qui va vendre à l'exportation à un coût marginal nul. Et quand eux, ils ont besoin d'électricité parce qu'il n'y a pas de vent, ils importent en provenance du producteur norvégien qui, pas fou, là pour le coup, leur fait payer le prix fort puisque c'est de l'électricité de pointe. Donc le Danemark a bâti un formidable, et c'est pour ça qu'il y a eu la bronca au Danemark sur ces subventions à l'éolien qui ont été abandonnées depuis, tout simplement parce que ça revient à subventionner le producteur danois, le producteur norvégien qui possède les barrages. Voilà, donc les Norvégiens sont ravis et ils sont tout à fait pour l'électricité d'origine éolienne, tout comme du reste les vendeurs de gaz. Si vous faites venir ici un vendeur de gaz, il va vous expliquer que l'éolien, il trouve ça absolument génial. Moi, à Copenhague, j'étais allé au meeting de l'International Gas Union, où tous en chœur, j'étais le seul Français dans la salle, je crois, et il n'y avait pas un journaliste dans la salle. Hein. Et tous en chœur, les gaziers disaient « l'éolien, c'est génial, l'éolien, c'est génial, l'éolien ». Voilà, tous en chœur. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, merci pour votre prestation. Non, merci pour être venu à notre invitation et bravo pour votre prestation. Eh bien, bons travaux. C'est à vous que j'envoie le...